Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça doome pas trop chez vous. Content de vous retrouver, on est le 25 mars, on est quoi? On est mardi là? Ce soir c'est koh. Mais en attendant, on va se faire deux petites heures d'actu. Vous avez vu, j'ai repris les streams plutôt sur un mode où on fait de l'analyse, où on lit des trucs un petit peu de fond, et où on se pose des questions, et où on discute entre nous aussi pour pas... Enfin, on discute entre nous, non, c'est moi qui parle tout seul, mais pour pas doomer aussi chacun dans son coin. Alors moi j'ai eu de la chance... il y a eu un raid des modems, merci le raid des modems. J'ai eu de la chance hier, je suis allé à la projection du film sur le journal rouge, film d'Olivier Besancenot. Voilà, il y avait Besancenot qui était dans la salle. Ça a pas mal discuté de bah oui, c'est quoi d'être révolutionnaire, c'est quoi de garder espoir, et c'est quoi le devoir qu'on a dans des périodes aussi bizarres que celles qu'on traverse, où on a l'impression que tous les signaux sont absolument au rouge. En tout cas, il y a un truc qu'il faut pas faire, c'est désespérer. Évidemment, il faut pas désespérer. On n'a pas le droit de désespérer, ne serait-ce que parce que d'autres sont dans des situations bien plus pénibles que la nôtre en ce moment, où l'ont été avant nous. Nos anciens se sont battus courageusement et parfois dans des contextes encore plus compliqués que celui dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est de ça dont on va parler. On va parler de lutte aujourd'hui et de se dire que, bon allez, c'est pas parce qu'ils ont décidé là-haut que tout était fichu que nous on est fichu quoi. Il y a quand même des gens encore qui se battent et on va en parler dans la seconde partie de l'émission, puisqu'on va dédier voilà, cette partie aux camarades turcs, par exemple, dont on va regarder un petit peu quelles sont les luttes, quels sont les mots d'ordre là-bas, et puis nos camarades argentins aussi, voilà, gardons l'internationalisme aussi, voilà, tu vois, moi tu me fous Besancenot un soir, et je reviens, ça y est, je suis internationaliste le lendemain, mais oui, non, mais le contexte international a de quoi évidemment désespérer, mais le contexte international, c'est aussi les luttes des pays qui sont un petit peu moins atones que nous, des pays où ça se bouge un petit peu plus le cul que par chez nous. Donc voilà, on va regarder ça dans une seconde partie, pour se donner de la force. Mais dans un premier temps, je vous avoue que j'ai été étonné ce matin. Alors moi, vous savez, le matin, j'ai ma petite morning routine qui consiste à écouter les éditorialistes de merde du service public. Alors de merde, pas tous, hein, c'est assez aléatoire, et il y en a des biens, voilà, il y en a des biens, on va dire ça comme ça. Et ce matin, je sais pas, j'ai été choqué. Alors, j'en ai écouté 3 de suite, parce que moi j'en écoute 4, 5, 6, tu vois. Histoire de me dire de quoi parlent les journalistes politiques. Alors, on parle de billets politiques, d'éditos politiques, de gens qui, voilà, tous les matins font un petit papier de 3 minutes et donnent leur petit avis. Voilà, vraiment l'éditorial. Et les billets politiques, bon, ces derniers temps, oh là là, ça me rendait fou. C'était toujours les mêmes trucs, ça faisait des semaines que, vous savez, le billet politique, c'est toujours, au bout d'un moment, c'est quand même la faute à Mélenchon, hein, c'est toujours à peu près le bordel, parce que, voilà, Mélenchon, il est successivement antisémite, autoritaire, et tout ce que tu veux, et il y a une espèce de constance, mais que t'écoutes Patrick Cohen, t'écoutes n'importe qui, à revenir toujours sur Mélenchon, mais même quand c'est pas le sujet, c'est assez hallucinant. Donc c'est toujours de la faute des mêmes, et quand c'est pas pour critiquer la polémique, quand c'est pas pour relayer la polémique raciste du moment, et trouver que le gouvernement, faire semblant qu'il y a une espèce d'équilibre au gouvernement. Vous voyez, dans les éditos politiques, tu fais style que les luttes là entre Darmanin et Elisabeth Borne c'est intéressant. Non, c'est pas intéressant, arrêtez ça. Ou les luttes entre, je sais pas, Boris Vallaud et Mélenchon, je sais pas quoi. C'est quand même assez souvent ça, les billets politiques. Et c'est con parce que c'est des gens qui ont une responsabilité, ils ont un billet politique. Moi j'aimerais bien avoir un billet politique. D'ailleurs je me l'offre ici, mon billet politique, ou je me l'offre à Backseat. Quand on me dit Usul, carte blanche, qu'est-ce que je fais? Bah j'avoue, je raconte pas un film que j'ai vu, je me dis allez, je m'offre un petit billet politique et je vais dire des trucs. Voilà. C'est une chance de pouvoir faire ça sur la radio publique. Et eux, ils ont le privilège de le faire tous les matins, et ils nous sortent que de la merde, la plupart du temps. Je mets de côté Jean Lémarie, qui est mon préféré. Et ce matin, je comprends pas ce qui s'est passé. Jean Lémarie, bon, toujours impeccable, Jean Lémarie, enfin toujours impeccable, souvent impeccable, Jean Lémarie,
Et ça va être la première partie. On va écouter ces billets politiques, on va les commenter déjà pour voir voilà comment on construit un billet politique, quelles sont un peu les règles, qui est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Renaud Dely. Alors ce matin, Renaud Dely, je vous l'avais dit, on en avait parlé dans l'épisode sur Betaram. Renaud Dely, c'est vraiment le macroniste ultime, le macroniste ordinaire. Tous les jours, c'est très bien ce qu'a fait Macron, c'est pas bien ce qu'a fait Mélenchon, et c'est pas bien ce qu'a fait Bardella. Hein. On peut lui reconnaître ça à Renaud Dely. Lui, au moins, en général, sur Bardella ou Le Pen, il est carré. Après, sur Macron, ça va pas du tout. Et sur Mélenchon, évidemment, il est comme les autres. Et puis ensuite, Cohen. Alors Cohen, ça va dépendre de l'angle qu'il a choisi. Et là, les trois, ce matin, les trois d'affilée, j'ai fait « Oh, bah ça va. » Non seulement, il n'y a pas les marottes habituelles, mais en plus, ils disent vraiment quelque chose qui est pas si évident que ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que j'ai intitulé ce stream « Est-ce qu'il y a un réveil des éditorialistes ?» J'ai mis quoi? Oui, réveil de l'éditocratie. Et ensuite, jeunesse révolutionnaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à un point là, le point d'ébullition, où même eux se rendent compte que ça va pas. Pas seulement aux États-Unis, mais le fait de voir ce qui se passe aux États-Unis commence à les inquiéter sur l'extrême droite française? Je ne sais pas. Alors, on va voir, on va écouter ça ensemble. Merci d'être là. On est là jusqu'à, je sais pas, oui, j'ai commencé à 17h30, bon, on est là jusqu'à 19 et quelques. Et on va écouter donc des éditoriales, et puis après on va parler de l'international. Voilà, en gros, c'est ça le plan. Voilà. Ouh. Bon, c'est bien beau tout ça. Est-ce que vous regardez, enfin, vous écoutez des éditos politiques? Alors vous êtes moins obligé que moi, mais bon, je sais pas, le titre n'est pas bon. Comment ça, le titre n'est pas bon? Ah, j'ai pas fait OK. Ah bah oui, information stream mise à jour, maintenant le titre est bon. Ah oui, j'ai mis les trucs et j'ai pas fait OK. Bon, bah autant pour moi. Très bien. Cohen tous les matins? Waouh, c'est chaud. Sur Blast essentiellement. Mais Blast, c'est pas les petits billets politiques qu'il y a sur les chaînes radio, quoi. Mais c'est vrai que t'en écoutes 3-4, tu te dis, ah bon, bah c'est ça le sujet. Ils ont décidé que ça allait être ça le sujet. Et moi, il y a plein de moments où je comprends pas leur sujet, quoi. Je comprends pas leur hiérarchie. Mais aujourd'hui, bon, bah alors, dans quel ordre je les ai rangés? J'ai dit qu'on allait commencer par... Allez, on va commencer par Patrick Cohen. Patrick Cohen, vous le connaissez. Patrick Cohen, l'éditorialiste politique de C'est à vous. Franchement, moi, c'est évidemment pas du tout ma tasse de thé, Patrick Cohen. Mais aujourd'hui, il s'interroge. Les Français seraient-ils prêts à voter pour un pouvoir illibéral? Alors, on est chez Patrick Cohen, c'est-à-dire, on ne dit pas les gros mots, hein. Un pouvoir illibéral. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, mon patoche? Tu veux dire les fascistes, l'extrême droite? Quand tu regardes... Quand tu regardes ce qui se passe en Hongrie, quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, tu te dis ouh là là, un petit peu illibéral tout ça, à mon avis. Je sais pas, en tout cas c'est comme ça qu'il a choisi d'intituler sa chronique. Écoutons ça ensemble. Sans recours ni contrôle. Oh là là, sa belle voix. Sa belle élocution, et je l'avais pas refoutu au début, on le refout au début. Patrick Cohen, les Français... Patrick Cohen seraient-ils prêts à voter pour un pouvoir illibéral? Si la question se pose, c'est que la démocratie vacille dans des pays que nous pensions proches, États-Unis et Israël, sans parler de la dérive qui s'accentue au-delà, Turquie, Serbie, Hongrie, comme une offensive sinon coordonnée, du moins simultanée, contre les contre-pouvoirs. Ces punaises que Viktor Orban a récemment promis d'éliminer. Alors, est-ce que tout le monde est au clair sur l'actu? Parce que, bon, évidemment, quand on pense à Israël, on pense aux horreurs qu'ils sont en train de faire à l'extérieur, qu'ils sont en train de faire en Palestine, en Cisjordanie. Mais en même temps, évidemment, le pouvoir de Netanyahou est en train de se raffermir encore plus. C'est-à-dire que je crois que l'idée, c'était d'évincer un procureur, le chef des services de sécurité intérieure aussi. En gros, tous les gens qui sont en travers de la route de Netanyahou, au point que j'ai entendu hier dans Question
question du soir sur France Culture, que on est peut-être en Israël en train d'assister à un changement de régime. Vous savez que, alors ça va les emmerder un petit peu, tous les soutiens d'Israël en France et ailleurs, qui nous disaient, bah quand même, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est la meilleure démocratie du monde, c'est une démocratie tout de même. Ben, en plus, même plus maintenant, même plus. Vous allez même plus pouvoir dire ça va être compliqué. Voilà, là-bas, ça commence à... Alors, les autres pays, la Turquie, on y reviendra après, on va en parler juste après. En Serbie, j'ai pas vu quel était le degré de la répression. Il me semble qu'il y a Host qui avait fait une vidéo sur la situation en Serbie il y a pas longtemps. Donc là, je suis pas à jour sur la Serbie. Et puis voilà, aux États-Unis, des pays desquels on se croyait proche, nous dit Patrick Cohen. Alors toi, tu te trouvais très proche peut-être des États-Unis ou même d'Israël, mais moi, c'est vrai que c'est pas les premiers pays potes, moi, qui me seraient venus en tête immédiatement. Mais c'est sûr, ça change tout. Oui, c'est sûr, ça change tout dans le jeu des alliances. Et puis lui, ça lui fait se poser des questions à Patrick Cohen. Et il se pose pas que de mauvaises questions. Politiciens, juges, journalistes, ONG, bref. Et oui, et le truc des punaises, je crois que ça, c'est Orban, hein, tout simplement. C'est Viktor Orban en Hongrie, qui veut lui aussi raffermir son pouvoir. Et il a promis qu'il allait se débarrasser de toutes les punaises, donc c'est les journalistes, voilà, tout ce qui est la société civile. En gros, on se retrouve avec des pouvoirs très très forts, qu'on en marre d'avoir une société civile. Vraiment, là, ça fait chier. Ça devient pénible, votre truc, on va s'en débarrasser. Le temps se couvre pour l'état de droit. Et comme souvent, Patrick, c'est l'Amérique qui donne l'exemple. L'international réactionnaire, comme l'a appelé Emmanuel Macron, se pâme devant les exploits inédits du trio Trump, Vance et Musk. Comment ? Il est donc possible d'administrer un grand pays à sa guise, sans recours ni contrôle, d'envoyer promener les juges et les procureurs, de les forcer à se soumettre ou se démettre face à la volonté du peuple souverain. Possible de dire adieu à ce principe essentiel hérité des Lumières qui marque la frontière entre la démocratie et le despotisme, qui est la séparation des pouvoirs pour que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir, comme l'a écrit Montesquieu. Mais tout le monde n'a pas envie que le pouvoir s'arrête. Non, et la rengaine populiste du pouvoir élu, empêché par un gouvernement des juges ou par des autorités indépendantes sans légitimité, d'un état de droit qui protège les étrangers avant ces nationaux, cette musique-là joue partout de plus en plus fort. Alors, beaucoup de trucs à dire, notamment parce que sur l'épisode sur la Russie et tout, moi j'avais défendu le fait qu'il y avait quand même un modèle européen démocratique, et là beaucoup de gens sont venus me dire mais que tu entends quoi par démocratie? Alors excuse-moi Étienne Chouard, oui si tu veux, reprenons tout. Oui mais ça c'est la démocratie représentative, oui. Pour moi, une démocratie la démocratie c'est l'horizon d'abord, un horizon démocratique, et pour ça il faut des institutions, et il faut déjà oui un état de droit c'est pas mal, puis il faut des institutions, c'est-à-dire faut une presse libre, faut une justice qui soit pas aux ordres, etc. C'est-à-dire toute cette structure-là qui est en train, précisément, je veux dire l'extrême droite a très bien compris, c'est là-dessus qu'ils attaquent, qui est en train d'être démantelée. Est-ce que ça veut dire pour autant que la France est une magnifique démocratie qui marche bien, que la France, ah oui par exemple l'état de droit ça veut dire que normalement tout ce que fait le pouvoir doit rentrer dans le cadre du droit quand même, et pas faire des trucs extrajudiciaires. C'est-à-dire, on peut pas décider du jour au lendemain d'envoyer des flics et de tuer quelqu'un directement. Non, il y a un état de droit, on doit respecter ce droit. Bon, on peut se dire, évidemment, l'état de droit mon cul, quand tu vois comment les flics, justement, s'asseyent dessus assez allègrement, et puis il y a plein de trucs qui te font te dire, évidemment que le truc est pas respecté, évidemment que on n'est pas dans la démocratie idéale de nous. Si on avait les manettes, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait de nouvelles institutions, on replongerait les mains dans les mécaniques pour voir comment on fait une justice plus indépendante, comment on fait une police qui se tienne un petit peu. Ouah, vous allez me dire, oui, moi je veux plus de police. Oui, d'accord, mais enfin bon. Comment on fait respecter le droit? Comment on fait des institutions? Pour moi, ça va aussi avec, c'est-à-dire de la démocratie sociale aussi. Alors on va me dire, mais du coup, tu dis la social-démocratie. Non, mais la démocratie sociale, c'est pour une société qui marche bien, pareil, faudrait peut-être des services publics, parce que les gens sont quand même plus disposés à accepter de vivre ensemble quand ils ont l'impression que y a des institutions qui le permettent, notamment le service public. Enfin voilà, bon, c'est pour dire que tout ça, c'est un ensemble d'institutions, c'est un ensemble de phénomènes, et toutes ces institutions qui sont censées, qui sont un peu notre architecture du truc, alors certes elles sont pas toujours respectées, mais c'est quand même mieux que quand elles sont complètement démantelées.
Et tout le projet des autoritaires, des fascistes, c'est de démanteler tout ça. Plus d'état de droit, plus de justice, si ce n'est une justice expéditive ou une justice aux ordres, en tout cas certainement pas une justice qui irait emmerder des gens proches du pouvoir. Je vous rappelle, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais qu'en ce moment est en train de se jouer le procès de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que... Et ce procès, il se tient. Il est en train d'être tenu. Alors oui, ça a été long, parce qu'il y a eu des manœuvres pour repousser le truc. Mais ça veut dire que voilà, il n'y a pas d'impunité absolue si on y va franchement. Alors ça va, il y a plein de trucs qui vont pas. Et je suis d'accord, à chaque fois, il faut tout nuancer. Et après, on va dire, bah, Usul, tu te contentes de bien peu. Non, je regarde le désastre de en face, en fait. Je regarde le désastre, je regarde tout ce que eux voudraient démanteler. Et alors, tu penses bien que dans un régime autoritaire, il n'y aurait pas le procès Sarkozy, par exemple. Bref, les institutions, machin. Et donc là, oui, les Patrick Cohen et compagnie sont en train de s'inquiéter quand même un petit peu. Et devient de plus en plus crédible à mesure de l'avancée de la démolition trumpiste. Donc, est-ce que là, il va s'intéresser à Bardella et Le Pen en se disant, bon, là, on est en train de regarder ce qui se passe ailleurs. Est-ce que, vu le niveau du débat public en France, on peut se permettre de proposer ça aux Français, de dire on va faire pareil chez nous. En France, Laurent Wauquiez a été l'un des premiers à entonner ce refrain anti-système. Son concurrent à la tête de LR, Bruno Retailleau, avait marché sur ses pas fin septembre en expliquant d'abord que l'état de droit, ça n'est ni intangible ni sacré. Et c'est pas les premiers à dire des trucs comme ça. Moi, je me souviens, on vous en parlait déjà dans Ouvrez les guillemets, quand on vous disait ils vont s'en prendre. Allez, ça va commencer par la Cour européenne des droits de l'homme, et puis ensuite ce sera le Conseil constitutionnel, d'où il se permet de dire des trucs, parce que en fait, vous voyez bien. Dans le modèle fasciste, le tyran, le leader, tire directement sa légitimité du peuple, parce que dans son discours en tout cas, faut quand même pas oublier qu'aux États-Unis, la victoire de Trump c'était de peu, c'était de très très peu. Donc monsieur se réclame, et puis d'ailleurs je pense que si on refaisait les votes maintenant, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais bon, il se réclame de la volonté du peuple. Et il doit y avoir aucune entrave à cette volonté du peuple. Donc ni Conseil constitutionnel, ni, alors aux États-Unis, Cour suprême, ni évidemment des juges qui viendraient faire chier, ni quoi que ce soit. Voilà. Et Marine Le Pen a longtemps aussi entonné ce truc-là. Zemmour, il en parlait, oui, aussi pour la Cour européenne des droits de l'homme, et puis tout ce qui pourrait restreindre un petit peu son pouvoir. Alors, par exemple, la déchéance de nationalité, le truc sur les binationaux, la préférence nationale, tout ça pourrait être retoqué au Conseil constitutionnel. Et alors là, qu'est-ce qu'ils feraient eux ? On a bien vu ce que fait l'extrême droite dans ce cas-là. Ils feront sauter le Conseil constitutionnel. Et ils sont en train de préparer les esprits à l'idée que ce Conseil constitutionnel, c'est qui, machin. Et là où nous, on a beaucoup de mal. Je suis d'accord que nous, on a beaucoup de mal, parce que moi, je regarde le Conseil constitutionnel, et je vois quoi ? Je vois que des trous de balles là-dedans. Je vois que des potes de Macron. À chaque fois qu'il y en a un qui a sauté et que Macron a pu faire des nominations, il a foutu des potes à lui et à Bayrou. C'est-à-dire que le Conseil constitue, maintenant, est rempli de macronistes. Et donc, est présidé en plus par Richard Ferrand. Alors nous, on est là, Usul, tu défends le Conseil constitue. Oui, non, c'est vrai que celui-là, il pue la merde. Mais je défends le fait qu'il existe un Conseil constitue. Et c'est très très compliqué parce qu'en fait, c'est exactement... Vous voyez le mouvement. Vous avez les néolibéraux qui saccagent tout, y compris les institutions qu'ils occupent et qui les ont mis au pouvoir et tout. Ils saccagent tout. Et après, nous, on se retrouve à devoir défendre des trucs qui sont... parce que l'extrême droite arrive derrière et dit « Regardez, tout ça, c'est la Macronie. Regardez, tout ça, ça marche pas. » Et évidemment, ils ont tout saccagé. Et c'est très très difficile d'arriver derrière et dire « Non, c'est quand même pas mal qu'il y ait des contrôles de constitutionnalité. » Et eux, ils vont dire « Oh, mais attendez, on a voté une loi immigration... » avec des trucs racistes aux petits oignons, mais vraiment, il y avait des trucs géniaux dedans, c'est un peu ce qu'ils disent, la droite. Et alors quoi, ça se fait détricoter par je ne sais quel conseil constitutionnel, qui sont ces gens. Vous connaissez ce discours ? Ce discours, c'est ce qui nous prépare à Marine Le Pen derrière, qui peut arriver et aller encore plus loin dans cette rhétorique. De toute façon, elle est déjà installée. Un peu de la même manière que la défense de Sarkozy, on parlait de Sarkozy tout à l'heure, qui commence à nous dire « Oh, c'est des juges rouges qui m'en veulent, qu'est-ce que c'est que ce procès, c'est une chasse à l'homme, d'où la justice, je sais pas quoi, qui sont ces petits juges, les juges petits pois, là, je sais plus si c'était lui ça. » Bref,
Pareil, ça c'est les discours contre la justice préparent aussi la suite. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait une critique de la justice. Et tu peux faire une critique de la justice comme outil de tri social et tout. La justice en France, la justice bourgeoise, il y a beaucoup de choses à dire. Mais quand t'es poursuivi Sarkozy, j'aime bien. Avant de réaffirmer face au tollé, il ne peut y avoir de démocratie sans état de droit. Quant au Rassemblement national qui conteste par avance comme antidémocratique la décision des juges au cas où ceux-ci rendraient Marine Le Pen inéligible lundi prochain, son projet de référendum constitutionnel visant à imposer la priorité nationale et la primauté de nos règles sur toute autre norme européenne renverserait à coup sûr notre état de droit. Mais le RN hésite à s'en prévaloir et à ériger Trump en modèle. Par prudence ? Oui, par prudence, parce que ça pourrait mal tourner. Et pour ne pas se rediaboliser, Le Pen et Bardella n'agitent pas le drapeau de la révolution conservatrice, mais celui du bon sens. Leur stratégie n'est pas celle de la tronçonneuse, mais celle de la cravate. Mais oui, et en même temps, sur le fond, ils disent la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut suivre de près la mascarade que c'était Bardella qui va aux États-Unis et puis qui fait « Oh, bah il y a eu un salut nazi, je suis d'ailleurs très étonné que ces gens en qui j'avais totale confiance, je pensais que c'était mes copains, en fait il s'avère que c'est des nazis. Comment ça ? Comment ça ? Comme si lui, il faisait pas des e-gails en soirée à 2h du mat avec ses potes identitaires. Bien sûr que si, évidemment que si. Mais, en effet, ils sont sur un entre-deux, on essaie de vous faire la même chose, mais en propre, quoi. À la française, à la cravate. Mais le fond est le même, hein. Voilà 15 ans que Marine Le Pen cherche à rassurer pour atteindre le pouvoir suprême. Ce n'est pas le moment d'inquiéter en essayant de ressembler au dirigeant le plus inquiétant et aussi le plus anti-étatique. En réalité, la tentation illibérale est bien là en France, mais elle est désormais indexée sur la réussite ou l'échec du trumpisme. Si d'ici à la présidentielle... Bon, alors là, évidemment, là, il me fait un peu péter un câble. Alors déjà, le truc de illibéral, arrêtez avec illibéral. Arrêtez, dites les termes un petit peu, dites que c'est du fascisme, dites que c'est le technofascisme à l'américaine, que c'est un coup d'État, ce qui est en train de se passer, un coup d'État, je veux dire, une fois rentré dans l'État, je veux dire, Musk n'a rien à foutre là, d'ailleurs ça commence à chauffer un petit peu, mais dites un peu les termes, et ensuite, excuse-moi Patrick Cohen, mais remettons ce qu'il a dit juste après, que c'est indexé... La nôtre, dans 2 ans, le président américain parvient... Que c'est indexé sur... Attends, putain, je me suis perdu dans le machin, là. Que c'est indexé sur la réussite ou l'échec de la politique de Trump. Mais Patrick Cohen, c'est quoi l'échec ou la réussite de la politique de Trump ? Parce que, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Parce qu'ils peuvent ça peut tout à fait être la ruine économique, mais une réussite totale... d'un point de vue politique, parce qu'il n'y a plus d'opposition, parce que le pouvoir s'est affermi sur une société américaine devenue complètement pressurée, radicalisée, avec une fuite, il y aura sans doute dans les années à venir. Alors là, en ce moment, on pense aux chercheurs, mais je pense qu'il y aura une fuite des diplômés aux États-Unis qui vont vers leur chute. C'est pas impossible, mais ce serait une réussite du Trumpisme si il garde la main quand même sur la société, que le pouvoir s'est affermi. Tant pis si ça crève dans la rue, et que enfin... Bon, j'aimerais savoir ce qu'est pour Patrick Cohen, ce que serait un mandat réussi pour Trump. Je serais intéressé. Bien, à afficher des résultats, eh bien, il y aura ici des candidats pour dire et faire croire que c'est en liquidant les libertés qu'il a réussi. Si à l'inverse, sa politique ne répand qu'injustice et chaos dans son propre pays, son pouvoir absolu aura pour ses admirateurs étrangers un effet absolument repoussoir. Bon, c'était nul, mais... en fait, à le réécouter, tu sais, ce matin, en fait, c'est parce qu'il y a eu un enchaînement de trucs, mais en fait, finalement, je trouve ça nul. Je me suis chauffé tout seul, j'ai fait « Oh, ça va ce matin !» Tu sais, il suffit que l'édito soit pas « Ah, gna gna, Mélenchon, gna gna, ou la France insoumise, aujourd'hui, dans certains quartiers antisémites, machin. » Ah, tiens, ça change, et je suis là, oh bah... oh, mais qu'est-ce qui se passe ce matin ? Bah oui, bah voilà, on se chauffe pour rien. Je vais me refaire un petit café, moi, parce que... ah oui, donc enfin, bon, merde. Et qu'est-ce qu'on... Ouais, c'est peut-être parce qu'au réveil, on est plus sensible, et ça m'a donné le sourire. Je me suis dit, oh là là, tiens, ça change. Mais alors, ça m'a fait pareil pour Renaud Dely. Et Renaud Dely, vous allez voir, c'est encore pire. Donc, il a à peu près le même sujet, en fait. Sauf que Renaud Dely, vous allez voir, il est meilleur que Patrick Cohen là-dessus. Parce que vous allez voir d'où il part et où il arrive. Alors comme d'habitude, c'est un petit billet politique, c'est 3 minutes. Mais dans la construction, Renaud Dely, il n'y a pas beaucoup de style, en général.
C'est des formules de merde de journalistes, vraiment. Il essaie de finir sur un petit jeu de mots, un petit truc astucieux, mais en général, c'est vraiment nul. Renaud Dely, c'est pas pour le... T'écoutes pas ça pour le style. T'écoutes ça pour voir, bon, de quoi il va te parler. Et donc voilà, lui, il va aussi nous parler. Il dit un vent illibéral. Alors, c'est le terme, les bourgeois, secouez-vous un peu là. Un vent illibéral souffre outre-Atlantique. Alors, tu vois, par exemple, rien que ça, rien que le vent qui souffle, cette espèce de lieu commun de journalistes. Je sais que dans sa matinale, Os Politique, il avait fait. Il faisait une liste entière de lieux communs de journalistes pour dire, je sais pas, la course de petits chevaux de la présidentielle. Enfin, les expressions, vous savez, passer au crible. Les expressions toutes faites qu'on entend toujours dans les journaux, dans la bouche de journalistes. Pourquoi ? Parce que les journalistes, et j'en sais quelque chose, on est forcé d'écrire tout le temps. On écrit tout le temps. Donc des fois, oui, on prend la première formule qui permet de... voilà, c'est son cheval de bataille, le vent se lève. Alors, voilà, vous voyez, vous en avez plein dans le chat. Non, pas islamiste. Oui, non, ni Mélenchon un problème. Non, non, vous savez, les formules écrites, quoi. Par exemple, de dire, pour l'instant, dans les sondages d'opinion, Bruno Retailleau fait la course en tête. Des espèces de métaphores nulles à chier, du style vraiment nul, quoi. Voilà, dénonce l'escalade. Alors dénonce l'escalade, c'est plutôt un truc de diplomate, tu vois, ça, tu dénonces l'escalade. Mais non, là je pense que c'est plutôt à des formules de journalistes. Et alors, typiquement, un vent illibéral souffle... Oh putain. Un vent illibéral souffle outre-Atlantique. Oh là là, le style est faible, hein. Le style est faible. Mais bon, mais en même temps, je dis le style est faible, et c'est des trucs que je suis capable d'écrire. Parce qu'il faut écrire, quoi. Faut bien écrire quelque chose, on a des trucs à dire, et on doit pas y passer, on va pas y passer 5 jours, tu vois. Faut que ce soit publié le jour même. C'est tout le problème de la presse, hein. C'est tout le problème, c'est toute la beauté de l'exercice aussi. Mais dans l'exercice, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Et par exemple, je trouve quand même que, allez, Patrick Cohen écrit mieux que Renaud Dely. Voilà, bon. Mes considérations, vous en foutez sans doute complètement. Mais écoutons Renaud Dely, parce que vous savez de quoi il part pour nous parler d'illibéralisme, lui aussi, et d'état de droit, hein, Et lui, vous allez voir, il va plus loin que Patrick Cohen, il est plus intéressant, sa question est plus intéressante. Patrick Cohen, il nous dit « Oh là là, il y a des pouvoirs autoritaires un petit peu partout, dis donc, Le Pen et Bardella, ils vont être bien dans la merde, hein, pour défendre ça, si c'est nul. » Voilà. C'est à peu près ça, si on résume l'édito de Patrick Cohen. C'est vrai que c'est pas très intéressant. Mais l'autre, vous allez voir, Renaud Dely, surprenant, ce matin. Je vous l'ai survendu. Je suis sûr que je vous l'ai survendu. Et qu'après, je vais encore faire « Ah ouais, non, c'est nul à chier. » France Info. Dans votre édito politique, Renaud Dely, on se penche ce matin sur un feuilleton politico-juridique, celui de l'autoroute A69 Castres-Toulouse. Oui, Jérôme, c'est un long feuilleton avec un nouveau rebondissement hier d'ailleurs, puisque l'État a fait appel de la décision du tribunal administratif qui avait ordonné l'arrêt de ce chantier qui est fortement contesté par des mouvements écologistes. Alors on peut se féliciter de cette décision, comme les manifestants favorables à la 69 qui s'étaient rassemblés sur les lieux le 8 mars dernier, ou au contraire la déplorer, accuser le gouvernement de s'acharner contre l'intérêt du territoire. Ça, c'est ce que fait le collectif écologiste qui mène la fronde. On peut regretter les sommes déjà engagées ou s'inquiéter du coût faramineux qu'entraînerait un arrêt définitif des travaux. Bon, alors là, vous avez compris, on parle de la 69. Voilà, il y a eu une décision de justice pour dire bloquez-moi ce chantier. L'État, il dit c'est quoi cette décision de justice ? Il fait appel de la décision de justice. Et alors là, il te donne les avis. Alors on peut trouver ça bien, on peut trouver ça pas bien. Et là, il te parle de l'autoroute en lui-même, du chantier en lui-même. Mais parce qu'il veut en arriver ailleurs. Voilà, parce qu'il veut expédier ces trucs-là en disant je ne vais pas vous parler de ça en fait. Mais ce dossier, Jérôme, c'est un cas d'école dont on peut se féliciter. Pour quelle raison ? Parce que si les magistrats peuvent se contredire, juger et se déjuger selon les juridictions, pour l'heure, force reste à la loi et tout le monde s'y plie. Et ça ne va plus forcément de soi aujourd'hui, tant l'état de droit est contesté au cœur même de démocratie que l'on croyait solide, une rébellion. Alors vous voyez, il repart sur, comme Patrick Cohen, il va dire « Oh là là, des démocraties que l'on croyait solides ». Et alors vous avez vu que ça, là, ce dont on parle, le test pour l'état de droit dont nous parle Renaud Dely, c'est précisément aux États-Unis le cœur de la bataille. C'est-à-dire que le mouvement, les cadres, les intellos du mouvement MAGA ont complètement théorisé
qu'ils allaient aller au clash avec la justice. Vous voyez, ils signent des trucs, les executive orders là, signés par Trump à gogo, à peine le lendemain de son investiture ou le soir même, je sais plus. Il y en a plein qui vont être considérés comme illégales, mais pour ça, faut contester en justice, et puis je sais pas quoi. Sauf que eux, ils ont prévu, et c'est ça le côté coup d'état du truc, ils ont prévu d'y aller en force. Ils ont prévu de dire, on s'en bat les couilles. Et en France, nous on regarde ça, on sent bien que c'est ça l'ambiance et qu'on va vers ça, hein, qu'on va vers ça aux États-Unis, et on se dit merde, et chez nous alors? Et là je trouve que Renaud Dely a une réflexion assez salutaire. Alors ça peut paraître bébête dans un premier temps, parce qu'il te dit, eh ben dis donc, on pourrait quand même se féliciter que chez nous, la décision de justice a été respectée. Vous voyez, on en est encore à, putain, on se satisfait de peu. Bah oui, je suis d'accord, on se satisfait parfois de peu, mais il faut voir ce qu'il y a en face, faut voir ce qu'il y a à côté. Et attention, aujourd'hui je lance des fleurs à Renaud Dely, c'est incroyable, je ne l'ai jamais fait, je ne le referai sans doute plus après, mais vous voyez, écoutez les exemples que prend Renaud Dely, parce que là il dit, alors à l'étranger cet état de droit, bah, c'est plus si évident que ça, mais là il va prendre des exemples français, il me semble. Impulsé bien sûr aux États-Unis par Donald Trump, qui s'applique à mettre au pas les agences indépendantes, à démanteler l'État fédéral à grands coups de décrets souvent inconstitutionnels. Cette entreprise de démolition se heurte à de nombreux recours en justice, mais voilà que le président américain va jusqu'à réclamer d'ailleurs la destitution de certains juges fédéraux qui osent lui résister. Et puis, ce grand vent illibéral venu d'Amérique, il atteint aussi l'Europe, la Slovaquie par exemple, ou la Hongrie, où Viktor Orban vient de promettre de liquider, dit-il, prochainement juges, ONG et médias, ces punaises, comme il les qualifie. Voilà, il reprend le truc qui avait déjà choqué Patrick Cohen, et en fait c'est ça qui m'a fait un petit peu tiquer. Alors bon, son vent illibéral, il a pas tort. Le côté décomplexé de ce qu'est en train de faire Trump est en train d'inspirer, mais je pense que, y compris Erdogan, de son côté, tous ceux qui ont encore des cailloux dans la chaussure, parce qu'il y a une société civile qui a encore un peu de droit, parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Vous voyez, Netanyahou, très bon exemple, Netanyahou n'en a plus rien à branler. Vous vous rappelez qu'il était embêté un petit peu par la justice, il y a quand même avant le 7 octobre, et que depuis, là, il s'est maintenu au pouvoir, mais il continue, il y en a qui voudraient bien quand même qu'il rende des comptes devant la justice. Et pareil, il vire les gens, il vire le procureur, il vire le patron du renseignement, de la sécurité intérieure. Bon, Trump est en effet en train d'inspirer les fascistes un petit peu partout, en train de leur dire, regardez, moi je le fais, donc si moi je le fais, allez-y. Hein. Là, qu'en Israël, Benjamin Netanyahou, à son tour... Ah bah voilà, lui-même en parle, putain, oui, vraiment, Renaud, aujourd'hui, on est sur la même longueur d'onde, Renaud, ça fait vraiment plaisir. Pour cible la procureure générale et fustige l'État profond, ce fameux fantasme trumpiste agité par tous les populistes. Et alors la France est-elle immunisée contre cette dérive illibérale? Non, Jérôme. À l'automne dernier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ne jugeait-il pas que l'État de droit n'était, je cite, ni intangible ni sacré? Et alors là, j'étais étonné, je te dis, son exemple, je veux dire, il aurait pu prendre des exemples en dehors du gouvernement. Et d'habitude, le mec soutient Macron, mais à balle, quoi. Et Bayrou. Ah oui, on l'a entendu, je l'ai mis dans l'épisode, on l'a mis dans l'épisode sur Betaram. Renaud Dely qui dit, Bayrou, il pouvait pas savoir, non, il n'y a pas de scandale Bayrou et tout. Et là, il aurait pu prendre des exemples qui soient pas Retailleau, quoi. Mais ça a choqué, je pense. À raison. Moi, je pense que ça aurait dû choquer encore plus que ça. Le truc de l'état de droit n'est pas intangible. Excuse-moi, pardon, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? On devrait être encore là-dessus. On n'aurait pas dû le lâcher avec ça. Les journalistes n'auraient pas dû le lâcher avec ça. Alors pourquoi ils se réveillent maintenant? Renaud Dely, Patrick Cohen... Mais parce que dans les punaises... Pourquoi ils ont été choqués tous les deux par punaises? Mais parce que dans les punaises, il y a aussi eux. Les journalistes. Alors les journalistes, ils pouvaient crever par pelleté tant que c'était en Palestine. Ça, c'est vrai qu'ils en avaient rien à foutre. Ils avaient un peu oublié d'être confraternels à ce moment-là. Mais les journalistes de guerre qui sont... puis t'as le racisme qui fait que oui, c'est compliqué de défendre ces journalistes-là. Ça, c'est vrai que ça les a pas trop émus. Mais là, on est en train de parler de journalistes comme eux, en fait. C'est-à-dire de journalistes qui sont là dans la société civile, qui mettent des petits costards, qui vont donner leur petit avis dans leur petit micro, comme ils ont toujours fait. Et c'est eux qui sont menacés, pas les mecs avec des casques qui vont sur le front pour en plus documenter la violence d'Israël. Oui, non, là c'est les comeux, avec des petits costards. C'est des blancs, oui aussi. Et c'est des gens qui jusque-là
étaient bien avec le pouvoir, ou plus ou mais voudraient quand même pouvoir avoir le droit de garder un peu leur avis. Pouvoir dire de temps en temps, oh là là, Retailleau, ce qu'il a dit sur l'état de droit, c'est pas terrible. Et ben là, ils sont traités de punaises. Donc ils réagissent un petit peu. Après, Cohen, il est un peu mou, mais il a souvent été du bon côté sur ces questions. Oui, mais en fait, et on va y venir après. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mais les gars, mais rentrez en résistance, là, il va falloir que sur tous les plateaux, le matin, enfin, vous parliez de l'état de droit, et puis il va falloir aller jusqu'au bout. Si vous voulez faire respecter l'état de droit en France, et que vous vous réveillez maintenant, mais parlez de violences policières aussi. Parler un petit peu des trucs, parler du sort fait aux exilés. Ça aussi, c'est des questions d'état de droit, c'est des questions de droits de l'homme. Parlez de ça. Parce que là, vous avez de la matière. Sauf que, vous voyez, le problème d'être raciste, c'est qu'après, il y a plein de trucs que tu oublies. Et puis après, tu te dis, j'avais accepté. Toujours le pareil, t'avais accepté tant que c'était sur les autres. Et puis quand ça te concerne toi, tu te réveilles, tu fais, ah merde, oui, c'est vrai. Ah merde. Bon, donc c'est pour ça que je trouvais ça marrant qu'ils aient tiqué sur punaise. Parce qu'en effet, dans toute cette société civile, qui est évidemment l'adversaire des régimes autoritaires, et des fascistes qui veulent liquider la société civile, ils veulent plus que des gens à leurs bottes, et certainement pas de résistance là-dedans, donc moins de journalistes, moins de juges, moins d'emmerdeurs, et ils ont raison, moins d'intellectuels, évidemment, mais et là ils sont en train de se rendre compte que merde, ça pourrait être eux, quoi. Énoncé du réquisitoire la visant, Marine Le Pen, elle, avait dénoncé une très grave atteinte à la démocratie, exhorté à la révolte les millions de Français privés d'espérance, dit-elle, et si elle est lourdement condamnée lundi prochain, sans doute s'indignera-t-elle des décisions iniques d'un pseudo-gouvernement des juges. Donc là, ensuite, il enchaîne en parlant de Marine Le Pen, et alors moi, je le connais mon Renaud, je le connais bien mon Renaud Dely, hein. Vous savez, je me suis dit, à mon avis, là, maintenant qu'il a dit, allez, une claque pour Retailleau, une claque pour Marine Le Pen, je pense qu'il va parler de Mélenchon. Je pense qu'il va dire « Et Mélenchon qui contestait la perquisition, et les juges, je sais pas quoi, Mélenchon qui avait soutenu Marine Le Pen sur je sais pas quoi, le truc de la non-éligibilité. » C'est vrai que moi j'aime pas trop la position de Mélenchon sur ce sujet non plus. Voilà, il aurait pu le foutre dans la sauce. Et moi j'attendais, j'étais là, vas-y, allez, je sais que tu veux y aller, Renaud, vas-y, pars sur Mélenchon. Et là il continue. Le Conseil constitutionnel est aussi de plus en plus souvent ciblé. Laurent Wauquiez a même inventé un coup d'état de droit lorsque les sages ont largement censuré la dernière loi immigration. Et puis... Laurent Wauquiez. Donc, on continue sur la droite, Renaud Dely. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Vous comprenez ma surprise maintenant? Vous comprenez? Face à ces pressions militantes de tous ordres, il est vrai que le droit n'a pas toujours le dernier mot. Édouard Philippe avait par exemple cédé aux zadistes en renonçant à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pourtant validé par la justice. Et... Allez, alors ça c'est droitard par contre. Ça c'est droitard. Ouais, il y a quand même ce petit fion derrière de dire que en fait les zadistes étaient contre l'état de droit. Donc, ok, je pensais qu'il y avait rien contre la gauche, mais si, il a réussi à dire que les zadistes étaient aussi une menace à l'état de droit. Ah, le filou, j'avais oublié ça. Ou alors, encore une fois, je me suis chauffé pour rien. Il l'a dit, hein. Il l'a dit. Il y avait une décision de justice et les zadistes voulaient pas, ils résistaient quand même. Ah là là, Renaud, t'étais presque, on est à 2 minutes 41. Ta chronique, elle fait 2 minutes 53. T'aurais pu faire quasiment un sans faute. Et non. Il a fallu que tu dises une connerie. Bon, Renaud. Par un référendum local. Alors, c'est vrai, Jérôme, l'état de droit, ce sont des procédures longues, complexes, peu lisibles, souvent coûteuses, mais c'est d'abord un bien précieux, indépassable, l'ultime règle commune pour se protéger de l'arbitraire. L'édito de Renaud Dely. Voilà, l'édito de Renaud Dely, c'était très bien. Et maintenant, on va écouter le meilleur édito. Après un petit break, parce que moi, faut que je relance du café, évidemment. Mais là, on va rentrer dans le dur, on va parler de Bardella. On va parler de Bardella en Israël. Et on va bien en parler. Et alors, je vous propose un exercice. Réfléchissez, vous. C'est pas compliqué d'écrire 3 minutes. Ou 3 ou 4 minutes. Je crois que celui de Jean Lémarie est un peu plus long. Oui, il est de 4 minutes, Jean Lémarie. Attention, on est sur culture, on prend le temps. Réfléchissez, vous diriez quoi, vous, sur... c'est dur de trouver comment tu angles ça, de quelle idée tu pars pour arriver à quelle idée. C'est pour que ce soit pas trop bateau, quoi, ce que tu dis, pas trop bébête. Et on se retrouve dans 2 secondes
Et il y a un truc, il y a un truc aussi que je me dis, là, parmi les éléments qui constituent voilà, les prérequis quand même pour parler d'un système plutôt démocratique, il faut aussi, donc j'avais dit, il faut des syndicats, par exemple des libertés syndicales, les libertés de la presse, puis il faut aussi une opposition. L'opposition, elle a un rôle important en démocratie. On laisse ou on ne laisse pas exister une opposition. Je vois que chez les fascistes, on n'a pas tellement le droit de l'ouvrir trop fort, et l'opposition peut être liquidée. Parfois, il y a même des oppositions en exil hein, dans les régimes fascistes. C'est-à-dire, si on pouvait faire sans opposition, ce serait quand même mieux. Et bon, bah moi je m'interroge, ces amoureux de l'état de droit et des équilibres démocratiques, je trouve qu'ils... Est-ce qu'ils rendent vraiment bien service à la démocratie? Là, ils se réveillent, hein, parce que peut-être qu'on va menacer les journalistes à un moment. Mais est-ce qu'ils rendent vraiment bien service à la démocratie en pilonnant non-stop l'opposition comme ils le font? Et vous avez vu qu'il y a une des deux oppositions qui pilonne quand même plus que l'autre. La gauche prend hyper cher dans les médias, mais en permanence. En permanence. Et en ça, bon, est-ce que ça permet une bonne respiration démocratique d'avoir une gauche qui est aussi maltraitée dans les médias? Et ça, ils ont une responsabilité... Ah, le petit café. Et là, ils ont une responsabilité directe, quoi. Bref. Ça fait plaisir, le petit bruit derrière, ou c'est pas trop chiant? On va parler... ensuite, on continue. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que le sujet, là, le sujet de la première heure, c'est les éditos politiques de ce matin. Est-ce que les éditocrates sont en train de se réveiller un petit peu? Et quand je disais ils pilonnent l'opposition, non seulement ils pilonnent l'opposition, mais en général ils cajolent aussi Macron, et ils le défendent quand même plutôt pas mal. Mais là on revient à est-ce qu'on a une bonne presse en fait? Est-ce qu'on a une bonne presse qui permet ces respirations démocratiques, qui permet ces allers-retours d'idées, de ce débat, ou est-ce qu'on a une presse qui est beaucoup trop, bon alors, oui, évidemment, mais homogène socialement et surtout idéologiquement. Je comprends pas, par exemple, tu vois, quand t'écoutes question... Non, comment s'appelle l'émission de... Vous savez, avec les... Où il y a les trois... t'as Nathalie Saint-Cric, Karine Bécard et Françoise Fressos sur France Inter le dimanche. Je sais plus comment s'appelle l'émission. Mais... je veux dire, les trois, elles pensent pareil, quoi. T'as les trois... Qu'est-ce qu'il y a besoin qu'elles soient trois? Si c'est pour être les trois aussi macronistes... Question politique, ouais, tout simplement. Si c'est pour que les trois elles soient macronistes, modérées, plutôt, oh, elles préféreraient peut-être un macronisme de gauche, on sait que, voilà, on préférerait le PS à Mélenchon, voilà, on aime bien Bayrou parce qu'il est un peu modéré, et t'en as trois pour le prix d'une, mais il y a trois fauteuils, mettez-en une de gauche au moins. Et puis, tu vois, si vous voulez, mettez quelqu'un de droite, faites un truc représentatif, faites-vous chier à nous faire des trucs un peu représentatifs. Vous avez une responsabilité en tant que service public, quand même. Bon, bah, le fait de pas le faire, je trouve que c'est quand même assez significatif. Eh ben, ils appellent ça un débat. Oui. Et Backseat, mais Backseat, justement, vu que c'est déséquilibré dans leur sens, pourquoi nous, on se gênerait? Est-ce que ça ne devient pas rééquilibré, au contraire, que nous, il n'y a pas vraiment de chroniqueurs de droite dans Backseat? Alors, vous allez me sortir des contre-exemples dans le chat, ou alors peut-être des gens dans le passé, qui viennent moins maintenant, ou qui sont moins de droite maintenant. Alors c'est arrivé aussi dans Backseat, il y a eu des révolutions, il y a eu des trucs comme ça. Mais Backseat, alors Jean Massy, mais arrêtez avec Jean, évidemment il est plus SOSDEM que moi, oui d'accord. Mais c'est pas ça être de droite, quoi. Vous allez voir ce que c'est qu'être de droite quand il y aura les nazis, vous allez voir. Jean, il sera toujours de notre côté à défendre les libertés publiques et l'état de droit. Eh oui, avec Renaud Dely et moi, on sera toujours là. Eh oui. Bon, en parlant de Renaud Dely, non, on a fini avec Renaud Dely, on arrête avec Renaud Dely, ça suffit. On va parler de Jean Lémarie, journaliste politique, qui, lui, fait son petit billet matinal sur France Culture, voilà. Et il nous parle de Bardella. Et bah, vu le ton, vous avez compris, le discours majoritaire qu'on entend dans les médias, qu'on entend à la télé beaucoup, hein, la télé quand même, c'est horrible la télé, hein. Éteignez la télé. Hein. Et ce qu'on entend pas mal, c'est Bardella, maintenant l'extrême droite, c'est le bouclier pour les juifs. J'ai trouvé ça extrêmement étonnant que
l'extrême droite, le RN eux-mêmes disent « Nous sommes un bouclier pour les Juifs de France ». Quand tu connais l'héritage historique de la théorie de l'épée et du bouclier, qui est une référence en fait pétainiste. C'était Pétain le bouclier dans cette propagande-là qu'on avait... mais pour moi, c'est une ref à Pétain. Et eux, ils le disent eux-mêmes et sans relever que c'est bizarre. Je sais pas. Hein, on est d'accord, ça vous a fait penser aussi à ça. Bon, bah, eux, maintenant, ils se disent qu'ils sont le bouclier. Et puis, évidemment, maintenant, peu importe les chiffres, peu importe les enquêtes qui disent, mais évidemment qu'il y a toujours plein d'antisémitisme à l'extrême droite, évidemment. Mais d'où vous prenez l'extrême droite au pied de la lettre? D'où vous croyez sur parole des escrocs comme ça, en fait? Pourquoi ça marche? Moi, je suis toujours étonné quand j'entends Jordan Bardella, quand je regarde Jordan Bardella sur un plateau. Vraiment, là, il n'y a pas longtemps, j'étais là, je sais plus sur quoi il l'interrogeait. Mais et lui, vous savez ce qu'il a fait? Il a donné son avis de merde, là. Il a donné son petit avis. Oui, je pense que ceci, que cela, sur une question internationale. Je sais plus du tout ce que c'était. Et moi, j'étais là, mais vous le prenez au sérieux, ce bouffon? Mais ça se voit que c'est pas sérieux. Ça se voit que... Et il lui posait des questions précises. Mais vous pensez vraiment que... Mais il pense rien, il est idiot, il a 3 fiches. Arrêtez de prendre au sérieux un clown comme ça. Il ne pense rien, ce garçon. Il est juste raciste, et aujourd'hui, on lui a dit, eh bah tiens, il y a un sujet sur, je sais pas, tiens, la Syrie, t'as tes fiches, alors, bah voilà, les 3 éléments de langage à ressortir sur la Syrie, et les journalistes sont là, alors oui, vous pensez vraiment que... Mais rien du tout, il pense rien, il y a rien qui passe dans sa tête. Et on est obligé de le prendre au sérieux. Il est en cosplay d'homme politique, avec son espèce d'air, d'espèce de Chirac, de Wish, on dirait vraiment Chirac jeune, mais maladroit, un peu gauche, comme si... Enfin bon... Et nous, on est là, on fait « Ah oui, ça c'est un vrai homme politique, bien sûr. » Ah bah bien sûr. Hein. Et lui aussi, il essaie de faire croire à tout le monde qu'il est un vrai homme politique. « Ah oui, je suis sérieux. Oui, j'ai un costume. Oui, j'ai un avis. J'ai un avis sur la Syrie. J'ai un avis sur le positionnement international. Oui, bien sûr. » Espèce de... Vous voyez bien que c'est un idiot qui répète des trucs. Bref, je m'arrête là. En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire en Israël? Mais oui, tiens, qu'est-ce qu'il va faire en Israël, notre bouclier, là? France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le billet politique, Jean Lémarie. Jordan Bardella est en Israël. Est-ce que tout est logique? À Jérusalem, on l'attend cette semaine. Conférence donc sur la lutte contre l'antisémitisme. Jordan Bardella va y participer. Marion Maréchal aussi. Ça vous surprend, Guillaume? Pourquoi? À cause des nombreuses... Guillaume, je suis pas sûr que ça le surprenne. Hein. Il fait partie de ceux qui disent que maintenant l'antisémitisme est plutôt à droite, à gauche. Guillaume, il aime pas trop qu'on parle de racisme, etc. Je pense Guillaume, il est pas si mal à l'aise là-dessus. Hein. On te connaît, Guillaume, on te connaît. Condamnation de Jean-Marie Le Pen, parce que Jordan Bardella ne croit pas que le fondateur du FN était antisémite, parce que son parti a gardé des liens avec d'anciens dirigeants du GUD, parce qu'il y a encore 20 ans, Marine Le Pen ne pouvait pas poser le pied en Israël. Il drop ça, Jean, il rappelle des petits faits, voilà. Hein. Pourquoi ça vous étonne, Guillaume? Guillaume, il est même pas étonné. C'est rhétorique. Et vous voyez, ça déjà, dans l'écriture, il y a un petit truc. Jean fait de la rhétorique, attention. Et donc il rappelle des évidences, des choses qui en fait devraient être évidentes, mais s'il les rappelle, c'est qu'en fait il y a besoin de les rappeler. Et peut-on aller jusqu'à dire que il a besoin de les rappeler à Guillaume? On ne sait pas. Non, là je suis mesquin peut-être. Eh bien, il faut s'y faire. Les temps ont changé, le discours aussi. Depuis des années, vous le savez, à chaque occasion, le RN se présente comme le bouclier des Juifs en France et partout dans le monde. Et encore plus depuis les attaques terroristes du 7 octobre et la remontée des actes antisémites en France. Le discours a payé, ce voyage est une consécration. Depuis quelques jours d'ailleurs, Israël a des relations officielles avec le RN. C'est inédit. Israël, pas les organisations juives en France. Hier encore, le président du CRIF, Yonatan Arfi, a reproché au parti, je le cite, d'instrumentaliser politiquement la lutte contre l'antisémitisme. C'est fou, hein. Peut-être même qu'ils sont malhonnêtes. Yonatan Arfi qui, sur le coup, a du pif. Il se dit, oh là là, ceux-là... Peut-être bien qu'ils ont des arrière-pensées. Peut-être bien que quand ils font style qu'ils défendent les Juifs de France,
c'est peut-être juste pour accuser la gauche, hein, de toute façon, ou pour aussi attirer un nouveau vote juif qui pourrait évidemment être un vote islamophobe de premier ordre. Pour eux, dans leur stratégie, ils se disent ça, à mon avis. Ils se disent, ah bah du coup, vu qu'on nous a, dans leur représentation communautaire, parce qu'eux, ils pensent tout comme ça, les banlieues du coup sont antisémites, donc nous on n'aime pas les banlieues, donc il suffit de leur parler du fait que les banlieues sont antisémites et on va avoir un vote des juifs de France contre les banlieues, c'est logique, on va leur proposer cette offre-là. Ben oui, évidemment qu'ils se disent ça au RN, et que c'est peut-être un petit peu intéressé. Peut-être qu'ils n'ont pas la lutte contre les discriminations chevillée au corps, peut-être, éventuellement. Car ce voyage à Jérusalem est bien un instrument politique ou une tentative d'instrument politique. En Israël, Jordan Bardella va chercher un blanc-seing, une approbation, un soutien qu'il pourra exhiber ou qu'il espère exhiber en rentrant en France aux électeurs juifs et aux autres. Voilà ce qu'il vient chercher, c'est évident. Mais dans ce voyage, il y a plus que ça. C'est-à-dire ? La trace d'une nouvelle alliance politique. Cette invitation est tout à fait officielle. Elle émane d'un ministre du gouvernement israélien, Amichai Shikli, qui a déjà rencontré les dirigeants du RN et qui connaît leur position. Pas seulement sur l'antisémitisme, sur un autre point majeur pour l'exécutif israélien. Et là, on rentre dans le dur. Là, parce qu'une fois que tu as dit ça, bon, c'est tout ce qui est un petit peu d'évident, mais là, il est en train de dire, une fois que c'est vrai que le prétexte de la conférence est le grand sujet en France, évidemment, qui va matcher avec avec la France, ça va être la lutte contre l'antisémitisme. D'autant plus que vous avez vu aujourd'hui que la lutte contre l'antisémitisme a été quand même parfois utilisée pour critiquer, pour faire taire toute critique d'Israël. Ça arrive quand même assez souvent, et particulièrement par le gouvernement israélien, qui sont allés jusqu'à l'ONU en portant des petites étoiles jaunes. Enfin, vous voyez, c'est allé hyper loin, quoi. À dire que l'ONU était antisémite et tout. Donc en fait, si l'ONU est antisémite, dans votre conférence là contre l'antisémitisme, c'est une conférence aussi contre l'ONU quelque part, peut-être, on ne sait pas jusqu'où ça va, c'est en tout cas vers ça que nous emmène Jean Lémarie. La politique de Benyamin Netanyahou, si décriée, Jordan Bardella lui apporte un soutien sans faille, même quand le gouvernement israélien écrase le droit international, même quand l'armée tue des dizaines de milliers de civils à Gaza. Voilà, là, on pose un petit peu la discussion. Aller aujourd'hui, aller en Israël, alors qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, et alors même, en plus, on en a parlé tout à l'heure, que Netanyahou est en train de piétiner aussi ce qui avait des tas de droits dans son pays, plus les massacres, plus le non-respect du droit international, plus l'alignement sur le Trumpisme, hein, évidemment, tout ça ensemble, c'est une validation. C'est une validation de cette politique-là. On ne devrait pas dire « Waouh, trop bien, il est enfin... il n'est pas antisémite ». C'est pas ça qu'il faut retenir de ce voyage-là. Ce qu'il faut retenir là, c'est un soutien à un État ethno-nationaliste qui est en train de commettre un génocide et un nettoyage ethnique. La semaine dernière, Jordan Bardella était l'invité de RMC. Interrogé sur l'idée de Donald Trump, vous savez, vider Gaza de ses habitants, chasser les Palestiniens. Écoutez sa réponse. Je pense que c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, et je mets des gros guillemets. Vous dites La c'est position ambitieux, de la ambitieux. Vous n'avez pas dit que vous étiez contre. Mais parce que ça n'a pas de sens. Mais parce que ça n'a pas de sens au moment où on se parle. Mais encore une fois, nous avons dans ce conflit une nation occidentale qui lutte pour sa sécurité. Voilà, en fait c'est cet extrait-là que j'ai entendu ce matin, je sais pas, je le remets, je n'arrive pas à prendre Bardella au sérieux. Et qu'on lui pose des questions compliquées, et je remets en arrière parce que... Interrogé sur l'idée de Donald Trump, vous savez, vider Gaza de ses habitants. À quel moment tu te dis, je vais demander son avis là-dessus à Bardella. En fait, si, c'est une bonne question, parce que en fait, il va se trahir, et c'est effectivement ce qu'il fait. Chasser les Palestiniens. Écoutez sa réponse. Je pense que c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, et je mets des gros guillemets. Et ça le fait rire, hein, ce bâtard. Hein. Il rigole. Hein. Bon, c'est un peu ambitieux, mais exactement comme... en France aussi, il y avait eu des trucs sur... Tu regardes Trump, il veut reconduire tous ces Mexicains à la frontière, et nous, on était là. Enfin, dans les médias français, il y avait beaucoup de... Oui, alors faut voir s'il pourra le faire, hein. Ça me paraît un petit peu compliqué quand même, ça va coûter très cher, Mais, pardon, on peut critiquer juste le fait que l'idée soit formulée, déjà, quand même.
Et évidemment, il est horrible, hein, Bardella. Vous dites La c'est position ambitieux, de c'est la ambitieux. France- Vous n'avez pas dit que vous Ambitieux. étiez contre. Mais parce C'est que ça n'a plutôt pas de sens. utopiste, Mais parce que ça n'a pas de sens au moment où on se parle. Mais encore une fois, nous avons dans ce conflit une nation occidentale qui lutte pour sa sécurité et de l'autre, une organisation terroriste qui veut Il nous anéantir l'État d'Israël et qui a Voilà, une nation occidentale qui veut juste assurer sa sécurité, et de l'autre, c'est des Arabes, c'est des terroristes islamistes. commis des atrocités le 7 octobre dernier. Voilà, quand l'ONU met en garde contre un nettoyage ethnique, Lui justifie le truc. Alors putain, je parle à la place de Jean. Jean est impeccable. Jean Lémarie est impeccable ce matin. Jordan Bardella évoque, lui, un projet extrêmement ambitieux, avant de reprendre le même discours que le gouvernement Netanyahou. Frapper Gaza, c'est lutter contre le terrorisme islamiste. Rien d'autre, comme si depuis les atrocités du 7 octobre, rien ne s'était passé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours, et notamment lors de cette réunion, là, ce rendez-vous à Jérusalem, d'autres le tiennent et vont le tenir également. Mais qui d'autre? À Jérusalem, Jordan... Vous allez voir, c'est de mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas fini. Ça continue. Il reste encore une petite minute. Mais en fait, ça, je voudrais entendre ça tous les matins. Je voudrais pas qu'on reçoive Bardella en lui parlant autrement que comme ça, en fait. Et c'est la lecture qui me paraît la plus raisonnable de l'époque et de la mascarade qu'est le RN, quoi. J'en ai un peu marre qu'on les prenne au sérieux, surtout quand ils se prétendent que aujourd'hui le racisme est à gauche, l'antisémitisme est à gauche, mais arrêtez de prendre ça au sérieux. Jordan Bardella ne sera pas seul. Regardez les autres invités. Des Hongrois, partisans de Viktor Orban, des Espagnols, du parti Vox, des Suédois, élus d'extrême droite eux aussi. Un rendez-vous international qui rappelle un autre événement, il y a quelques semaines aux États-Unis. On en avait parlé. Il s'agit de la CIPAC, la conférence des ultra-conservateurs et des Trumpistes. Jordan Bardella, déjà, y participait. Voilà ce qui se dessine, de nouvelles convergences, Guillaume. Là, voilà, il aide à y voir un petit peu plus clair. Il dit, bah, vous voyez, Bardella va là-bas, et puis avant, il va retrouver des gens qu'il avait vus à la CIPAC. La CIPAC, je vous en ai parlé il y a 2 streams, c'était vraiment la grande rencontre des conservateurs, donc en gros de l'extrême droite mondiale. Ben voilà, encore une fois, l'extrême droite mondiale se donne rendez-vous, et tous ces gens vont se retrouver, sauf que maintenant, ils se retrouvent en Israël, voilà. De-delà les frontières, une même vision du monde et de la politique, à la droite de la droite, une vision autoritaire aussi, celle de Benyamin Netanyahou, de plus en plus contesté dans son pays. Vous savez qu'il a notamment engagé un bras de fer avec la procureure générale d'Israël. Il choisit ses alliés, Jordan Bardella aussi, donnant. Merci. Jean Lémarie, écoutez, on va faire réagir nos invités à ce que vous venez de dire. Oui, alors je sais plus c'était qui les invités, je sais pas comment ils ont réagi, j'ai pas écouté la suite. Mais voilà, ça c'est un billet politique un peu clair, qui aide à y voir un petit peu plus clair plutôt que jeter du trouble. Et parfois il faut pas aussi prendre les discours des... Ça, ouais, voilà, c'est de l'éditorial qui éditorialise. Mais vous avez entendu 3 éditoriaux un petit peu différents, tournés un peu autour du même sujet, on va pas se mentir. Mais vous avez entendu des styles différents, et c'est quand même plus chouette, hein, Jean Lémarie. Moi j'aime bien, je trouve ça... C'est toujours plus intelligent quand même. Mais bon, c'est France Q. Hein. On parle aussi du matin où ils ont invité un mec de CNews. Oh, non mais attends. Jean Lémarie est dans la matinale dernière. Mais la matinale dernière, voilà, bon, on peut en penser bien d'autres choses. Et il me semble que ce matin, la matinale dernière, c'était sur la Palestine, non? J'ai pas écouté, mais il me semble que si. Bref, en ce moment, en effet, comme je le disais, si on a écouté ces éditos, c'est parce que l'éditocratie est en train de capter quand même qu'on change de ton avec les politiques. Et je voudrais adresser ici un salut à Emilio Mellet, qui est grand reporter au service politique de l'Humanité, qui s'est vu, à quelques jours de l'ouverture de la conférence internationale de Jérusalem contre l'antisémitisme, retirer l'accréditation presse pour cet événement, qui pourtant lui avait été accordé. Donc le camarade Emilio de Backseat, camarade pour l'UMA, qui allait couvrir ce truc-là, et tiens, ils veulent finalement pas de l'UMA, à leur conférence, là, à leur truc, là. C'est quand même un petit peu étonnant. Emilio Mellet, grand reporter au service politique, c'est un communiqué de l'UMA là que je vous lis. Emilio Mellet, grand reporter au service politique de l'Humanité, s'est vu à quelques jours de l'ouverture, ça je viens de le lire, retirer l'accréditation presse.
Nous vous informons que votre accréditation a été annulée, vous n'êtes plus autorisé à participer à la conférence de lutte contre l'antisémitisme, lui a indiqué au dernier moment le ministère israélien des Affaires de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme. Ce mardi, les autorités israéliennes ont répondu à nos demandes d'explication par des arguments fallacieux en invoquant des contraintes d'espace. Donc l'humanité nous dit qu'ils ne croient pas trop à l'argument des contraintes d'espace. Organisée le 26 et le 27 mars par le gouvernement israélien, cette conférence a pour vocation de réunir dirigeants politiques, organisations internationales et personnalités de la société civile mobilisées dans la lutte contre l'antisémitisme. Bon, ça c'est l'affiche officielle. Pour la première fois, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, et Marion Maréchal, quand même, Marion Maréchal, députée européenne, sont invités à y participer. En parallèle, le RN n'a jamais pris la peine de répondre aux multiples demandes d'accréditation de notre journaliste pour suivre sa délégation sur place. Donc pareil, le RN n'accepte pas qu'on le suive là-bas. Et en effet, je vous renvoie encore une fois, c'était dans Society qu'il y avait une longue enquête. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours documenter ces espèces de rencontres où en fait l'extrême droite de tous les pays se retrouvent, discutent, font des saluts nazis, et c'est toujours intéressant de voir comment ça discute, de quoi ça discute, qu'est-ce qui se dit, quelles sont les limites, quelle est l'ambiance du moment. Et en effet, envoyer des journalistes à ce genre de rencontres, c'est important. Et donc eux, ils ont aussi compris que dans ces petits moments où ils sont en train de se recréer un petit entre-soi d'extrême droite, il faut peut-être pas lancer, il faut peut-être pas laisser rentrer des journalistes de gauche, hein, c'est peut-être ça le problème. Donc voilà, un rapport assez décontracté. Donc le gouvernement israélien continue l'humanité, je vous parle de l'humanité là. Le gouvernement israélien déroule donc le tapis rouge à l'extrême droite et écarte un journal chargé de couvrir cet événement. À notre connaissance, cette procédure d'exclusion orchestrée par les autorités israéliennes ne concerne que l'humanité. Journal de la lutte antifasciste, engagé depuis toujours contre l'antisémitisme, et dont 15 journalistes et autres travailleurs sont morts dans la résistance ou fusillés par les nazis en 1941 et 1945, nous condamnons fermement ces entraves à la liberté d'informer. Ces méthodes inacceptables d'ostracisation doivent cesser. Et en même temps, c'est l'axe antilibéral, l'axe fasciste. Il va falloir s'y faire à un moment. Aujourd'hui, dans l'axe fasciste, il y a l'État ethno-nationaliste, celui des Juifs, qui n'est pas moins ethno-nationaliste que ne vont l'être d'autres États ethno-nationalistes. Quand tu commences en effet, quand tu poses ton pays et que tu dis nous, on est le pays de ce peuple, d'accord ? Donc si on n'est pas de ce peuple et qu'on est dans le pays, on va être traité comment ? En fait, c'est ça un petit peu le problème, mais où que ce soit. Si tu as... c'est pas étonnant que ce projet soit devenu un pays avec cette ambiance-là, quoi. Évidemment. Bref, ça c'était pour l'UMA. Il y avait aussi... Qu'est-ce que j'avais mis de côté aussi ? Merde, j'avais mis de côté un autre truc qui était en rapport. Je l'ai supprimé ? Merde, j'avais mis un autre truc de côté et je le retrouve plus. C'est pas grave. Bon, voilà pour les éditos politiques. Voilà pour l'ambiance politique du moment. On se retrouve et tout de suite après on va parler d'international, et plutôt que de parler de l'extrême droite, on va regarder ce que font les gens qui se bougent le cul, ce que fait la jeunesse en Argentine et en Turquie. On va essayer de comprendre ce qui se passe en Turquie, si ça vous intéresse. Testé aujourd'hui, c'est réaffirmer plus jamais de terrorisme d'État. Plus tôt dans la journée, le gouvernement de Javier Milei a annoncé la déclassification totale des archives des forces armées portant sur la dictature, qui avait en principe déjà été déclassifié en 2010. Si cette déclassification permet de savoir où sont les corps des disparus et les bébés qui ont été volés, ce sera une bonne nouvelle, mais ce n'est pas ce que propose le gouvernement. Selon Esteban, l'intention du gouvernement est de réhabiliter la théorie des deux démons et de mettre sur un pied d'égalité les crimes de la dictature et ceux des guérillas d'extrême gauche alors actifs dans le pays. Cette théorie est une invention destinée à justifier les crimes de l'État, les massacres, la torture, les viols, les 30 000 disparitions forcées, ce que l'on appelle le terrorisme d'État. Plutôt que de terrorisme d'État, Javier Milei préfère parler d'excès commis par l'État dans le cadre d'une guerre contre la subversion. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI. Voilà, petit sujet d'RFI d'une minute, parce que face à Milei, mine de rien, l'opposition s'organise dans la rue, les gens sont pas passifs en Argentine, et ils font énormément le lien avec Trump, évidemment, parce que Milei est une des têtes de pont de ce mouvement mondial des fascistes nouvelle génération.
Et évidemment, toujours avec une filiation, même s'ils se présentent comme des gens nouveaux qui ne sont pas d'extrême droite, on retrouve toujours la filiation avec les anciens régimes d'extrême droite parce que ces gens les défendent, évidemment. Et donc alors, qu'est-ce que nous écrit RFI ? 49 ans après le coup d'état militaire en Argentine, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi 24 mars à Buenos Aires pour dénoncer le révisionnisme historique de Javier Milei sur les crimes de la dictature. Le président argentin, qui dénonce une mémoire tronquée, avait annoncé plus tôt dans la journée une déclassification totale des archives militaires entre 1976 et 1983, mais beaucoup accusent le gouvernement de le faire pour relativiser les crimes militaires. Normalement, oui, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose, la déclassification. En cette journée nationale de la mémoire, le 24 mars, la place de Mai à Buenos Aires est pleine à craquer. Donc la place de Mai, je ne sais pas si vous connaissez, mais pendant des années, les disparus de la dictature, il y avait des grands-mères et des mères qui venaient réclamer qu'on leur rende leurs enfants qui avaient disparu. Et elles venaient, je crois que c'était le dimanche, je ne sais plus quel jour, fais gaffe à tes niveaux, oui, merci. Elle venait réclamer justice. Et donc la place de Mai est un lieu assez symbolique pour les Argentins. Et particulièrement dans ce contexte-là contre la dictature. Edgardo, 76 ans, est venu avec des photos en noir et blanc de sa belle-sœur et de son beau-frère, tous deux victimes de disparitions forcées pendant la dictature. Manifester aujourd'hui, c'est réaffirmer le plus jamais de terrorisme d'État, défend Edgardo au micro de Théo Conscience, correspondant RFI à Buenos Aires. Dans la foule, de nombreuses pancartes dénonçaient le négationnisme du gouvernement de l'ultralibéral Javier Milei, dont l'austérité a conduit à la suppression de dizaines d'emplois au sein du secrétariat des droits de l'homme et dans les lieux de mémoire ayant autrefois servi de prison et de centre de torture. Bah oui, évidemment, ça a fait partie des trucs qu'il a déboulonné au nom de je vais faire des économies, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, des lieux de mémoire, allez hop, c'est vraiment un saccage. C'est vraiment un tel saccage. C'est pareil, on parlait d'institutions. Oui, une société démocratique, une société qui est réflexive, en fait, qui se réfléchit elle-même, qui apprend de ses erreurs. C'est ça aussi, les sociétés doivent avoir une mémoire. Si tu dis, ça, on oublie, bam, lieu de mémoire, on coupe, ça nous intéresse pas. Ben là, moi, ça m'inquiète et je me dis, mais qu'est-ce que tu nous prépares, toi, pour la suite ? Qu'est-ce que tu voudras ensuite qu'on oublie de toi et qui ne soit pas inscrit dans des lieux ? Donc l'austérité, tout ça au nom évidemment de l'austérité et de l'efficacité. Mais vous voyez que comme les coupes du Doge, c'est au nom de l'efficacité, au nom de l'efficacité budgétaire, c'est au nom de questions de budget qu'ils vont s'en prendre en fait à leurs adversaires politiques. Ah oui, mais c'est pas efficace. Bah oui, mais en fait c'est un, je veux dire, vous avez bien vu que c'est le prétexte de gens qui se considèrent comme pragmatiques, qui se vendent comme ça. Donc dans la foule, de nombreuses pancartes, ça on la lit, Milei, Milei, ordure, tuer la dictature, ont entonné les manifestants, laissant flotter drapeaux argentins et foulards portant l'inscription « Plus jamais ». Plus tôt dans la journée, le gouvernement de Javier Milei a annoncé la déclassification totale des archives des forces armées portant sur la dictature, qui avaient en principe déjà été déclassifiées en 2010. Mais attends, ça veut dire qu'ils n'avaient pas tout déclassifié en 2010 ? Le président a ordonné la déclassification totale de toutes les informations et les documents liés aux actions des forces armées durant la période de 1976 à 1983, ainsi que tout autre document produit à une autre période mais lié aux actions de ces forces, a annoncé le porte-parole de la présidence Manuel Adorni sur les réseaux sociaux. La mesure implique que, j'essaie de comprendre avec vous, la mesure implique que le transfert de ces archives du secrétariat du renseignement de l'État vers le domaine des archives générales de la Nation, organisme chargé de la conservation et de la consultation des documents historiques, a-t-il précisé. Donc elles vont être transférées d'un endroit secret à un endroit des archives, où on va pouvoir les consulter, ou peut-être les chercheurs vont travailler dessus. Si cette déclassification permet de savoir où sont les corps des disparus et les bébés qui ont été volés, ce sera une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas ce que propose le gouvernement, regrette Esteban. Selon lui, l'intention du gouvernement est de réhabiliter la théorie des deux démons, donc ça on en a entendu parler tout à l'heure, et de mettre sur un pied d'égalité les crimes de la dictature et ceux des guérillas d'extrême gauche alors actifs dans le pays. Donc voilà, il y avait évidemment, c'était horrible, mais pas plus la dictature que ceux que la dictature combattait, à savoir les guérillas d'extrême gauche, et on peut bien faire des massacres si c'est justifié par une menace. Alors, reste à savoir ce qu'il y aura dans les archives, mais est-ce qu'ils vont encore une fois tout déclassifier ou déclassifier que les trucs ? C'est sûr, tu peux faire des rapports,
tu peux sortir des trucs qui peuvent t'arranger complètement si tu prends les rapports qui disent que la guérilla d'extrême gauche elle est terrible et que c'est des rapports de police. En plus, voilà, qui produit les rapports? Cette théorie est une invention destinée à justifier les crimes de l'État, les massacres, la torture, les viols, les 30 000 disparitions forcées, ce que l'on appelle le terrorisme d'État. Et plutôt que de terrorisme d'État, Javier Milei préfère parler d'excès commis par l'État dans le cadre d'une guerre contre la subversion. Alors, est-ce que cette subversion a fait plus de 30 000 disparitions? Est-ce qu'on est en train de parler de... parce qu'on parle d'un conflit asymétrique. C'est-à-dire, il y a des milices armées, ok, d'accord, des guérillas d'extrême gauche, et il y a un État. Il y a une disproportion de moyens, quand même, quant à les moyens de l'État. C'est pas symétrique comme conflit. Il n'y a pas deux démons l'un contre l'autre à égalité. Et 30 000 disparitions. Bon, en tout cas, il manifestait à l'occasion d'un truc comme ça, mais qui a été... c'était une manifestation qui mélangeait des questions de mémoire et de l'actualité bien concrète, parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers jours, ces dernières semaines, contre les politiques économiques de Javier Milei, dont des manifestations qui ont été pas mal réprimées là-bas. Mais le mouvement social, quand même, prend. Je veux dire, il y a quelque chose. Et franchement, s'ils arrivent à nous débarrasser de Milei, je dis chapeau, parce que ce serait un sacré coup enfoncé, un sacré coin enfoncé dans l'alliance des fascistes mondiaux, là. Partons maintenant vers la Turquie. Turquie, à l'origine des manifestations, une jeunesse étudiante qui n'a plus rien à perdre, une poignée d'étudiants, et ensuite on terminera avec le récit que fait Mediapart de la manifestation du 22 mars, la manifestation contre le racisme, contre l'antisémitisme en France. Turquie, donc, à l'origine des manifestations, une jeunesse étudiante qui n'a plus rien à perdre. Une poignée d'étudiants qui n'ont connu que le régime de Recep Tayyip Erdogan ont été à la manœuvre dans les premières heures de la mobilisation contre l'arrestation du principal opposant du chef de l'État, Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul. Les manifestations se sont poursuivies lundi pour la 6e journée consécutive. Alors quand vous regardez évidemment donc c'est le maire d'Istanbul, quand vous regardez une carte de la Turquie et du vote en Turquie, il y a un petit peu les mêmes phénomènes que chez nous, c'est-à-dire que c'est dans les campagnes qu'on vote énormément pour la droite, pour Erdogan, et c'est beaucoup dans les villes et là où il y a des étudiants qu'on va voter pour l'opposition à Erdogan. Donc évidemment, le problème c'est les étudiants, le problème c'est les urbains, le problème c'est les diplômés, et là on est en train de parler d'étudiants qui ont connu que ça, quoi. Qui ont connu que ça. Ce régime-là, ça fait quand même un bout de temps que Erdogan est là, comme Poutine, hein, t'es un jeune en Russie, t'as connu que Poutine, quoi. Ils sont jeunes et déterminés, ils n'ont connu que lui, et ils l'appellent lui, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à la tête du pays donc depuis 22 ans. Une page qu'ils disent vouloir urgemment tourner. Cette poignée de jeunes gens, ça on est dans Le Monde, j'ai oublié de vous dire. Putain, tout à l'heure, donc l'article sur l'Argentine, c'était RFI, et là, c'est un article de Nicolas Boursier, correspondant à Istanbul pour Le Monde, quand même. Donc voilà, lui il est sur place. Cette poignée de gens a été à l'initiative de la Fronde qui a déclenché l'embrasement spectaculaire du pays où des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue depuis 6 jours. Et ça c'est exceptionnel. Depuis l'arrestation mercredi 19 mars chez lui du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, membre du très kémaliste et libéral Parti républicain du peuple, le CHP, bête noire et principale rivale du chef de l'État. Donc il y a arrestation d'abord et ensuite ça résiste dans les rues parce que, en fait, est-ce que, on en parlait donc tout à l'heure pour Netanyahou, on en parle évidemment pour Orban, est-ce qu'il n'y a pas un point de rupture, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand tu arrêtes directement tous ceux qui t'emmerdent, tu changes de régime, déjà que le régime, voilà. Mais bon, il y a Denis, tous les noms, alors ils ont modifié tous les noms dans le papier, donc c'est exceptionnel que les gens soient sortis dans la rue, parce que c'est pour ça que je vous fais cette deuxième partie, sur le fait que la jeunesse, les peuples se laissent pas nécessairement faire. Il y a Denis, donc 18 ans, étudiant en première année dans la faculté de communication à l'université d'Istanbul. Baris, 20 ans, fils d'enseignant et étudiant en sciences politiques à l'université de Galatasaray. Ebru, 20 ans, inscrit aussi en sociologie à l'université du Bosphore. Et Eda, 22 ans, en médecine dans la faculté de Yeditepe. Et ils se connaissent depuis quelques années, rencontrés dans les assemblées générales de partis de gauche. Participation à des colloques et des réunions de défense des droits des femmes, des travailleurs, des précaires. Tous les 4 font partie de cette génération engagée, plus radicalisée intellectuellement aussi.
Ils sont proches, membres ou proches du mouvement étudiant Sol... Oh, je vais mal prononcer les trucs. Sol Gens, nom de la formation jeunesse du parti de gauche, et de différentes plateformes étudiantes très actives dans les campus. L'élément mobilisateur a été l'annonce la veille de l'arrestation du maire, de l'annulation de son diplôme par l'université d'Istanbul qui lui avait délivré la certification il y a plus de 30 ans. Ah carrément. La décision était redoutée car en vertu de la Constitution, tout candidat aux fonctions de chef de l'État doit justifier de 4 années d'études supérieures. Ah ouais, d'accord. Ah bah pas compliqué dans ce cas-là, pouf. Supprimer son diplôme. Ah bah c'est, oui, annulation du diplôme. Dimanche avait lieu le vote des adhérents du CHP pour désigner Ekrem İmamoğlu, seul en lice, candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2028. Donc voilà, un opposant gênant pour Erdogan. Denis et les d'autres étudiants de leur collectif décident de lancer un appel dans la soirée de mardi pour une manifestation le lendemain, 13h, devant les portes de la cantine l'Esnaf Yokantasi de l'université d'Istanbul. Le lieu est central, entouré de plusieurs facultés, il est surtout symboliquement important puisqu'il représente le lieu même où Ekrem a obtenu son diplôme, ajoute Denis. Mercredi matin, les images des arrestations, non seulement du maire, mais aussi des dizaines de collaborateurs et élus, précipitent l'action des étudiants. Toute la matinée, les échanges se font sur les groupes WhatsApp. Les classes ont chacune le leur et partagent les informations quasi en direct. Très vite, les autorités annoncent une interdiction de la manifestation, normal, ouais, classique. Qu'importe, sans affiche ni pancarte, 600 étudiants se retrouvent ainsi à l'heure dite devant la cantine. Vous voyez, des fois vous dites « Oh putain, 600, on n'est pas nombreux, on n'a pas réussi, on n'est que 500. » Et oui, parfois il faut les 600 premiers, il faut les 500 premiers. Et là, en l'occurrence, 600 étudiants se sont retrouvés et ils ont réagi super vite. L'appel lancé la veille se transforme en manifestation pour la libération du maire et de ses proches. Dès le début de la marche, les policiers ont bloqué la rue Souleymani, le trajet habituel des manifs, raconte Denis. Leur cordon était important, mais de plus en plus d'étudiants étaient arrivés derrière nous. Alors on a poussé, certains d'entre nous ont tenté de négocier avec les agents de police, en vain, ça a duré 40 minutes, et là, on a repoussé, et on est passé. Donc la force, quoi, y aller en force. Mais pour ça, faut être assez nombreux, quoi, aussi. Attendez 2 secondes, hop. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah bah oui, très bien. Alors, la scène est filmée et les images deviennent virales en quelques minutes. Ah oui, parce que c'est une chose d'avoir une petite victoire, j'ai envie de dire une victoire tactique sur le terrain, mais en plus maintenant il faut la filmer et dire regardez c'est possible quoi. Cela a été comme une libération pour poursuivi Denis. Il faut comprendre que le pays s'est réveillé ce jour-là comme dans un cauchemar. Toutes ces arrestations, et puis d'un coup, ces images de jeunes qui traversent ce cordon de policiers. C'était possible. Ça a créé l'étincelle, comme une sorte d'énergie positive soudainement retrouvée. La marche grossit, ils sont désormais 1500 à déambuler, à essayer de convaincre commerçants et badauds de ce quartier animé de les suivre. Certains veulent aller à Taksim, la place iconique de la révolte de Gezi en 2013, symbole des mouvements protestataires de ces dernières années dans le pays. Ce sera la place de la mairie d'Istanbul à Sarasan. Lorsqu'on est arrivé, il y avait quasiment personne, se souvient Baris, puis la place se transforme en meeting improvisé et le CHP lance un appel pour 20h30. Vous voyez, il y a le parti politique qui sert aussi de relais, mais la jeunesse qui est en pointe. On a eu l'impression qu'ils l'ont fait pour calmer le jeu et garder le contrôle sur ça. À l'université de Bosphore, et il est quelle heure là à ce moment-là aussi ? À l'université de Bosphore, l'information du rassemblement de 13h a circulé, voilà, donc c'était l'après-midi, via la plateforme du Conseil des représentants des étudiants. Un groupe de 400 étudiants rejoint le quartier de Beyazit. Des pancartes sont faites à la va-vite. Dictateur Erdogan, Erdogan sans diplôme, ou encore le gouvernement doit démissionner. Selon Ebru, le soir devant la mairie, il y avait 30 000 à 40 000 personnes. Le lendemain, les AG se multiplient. À Galatasaray, dans le salon Sulsu, la plus grande salle de l'université, 300 étudiants appellent à la grève des cours. À l'université Yeditepe, les jeunes décident de se rendre à la mairie. 3000 étudiants vont débrayer. Pour un établissement privé, c'est énorme, savoure Ebru. Quelques heures plus tard, devant l'entrée principale de l'université d'Istanbul, ils sont 10 000 à se serrer sur place avant de rejoindre la mairie. Le soir, ils seront au total 200 000 personnes. Samedi, plus d'1 million. Je sais pas, vous vous rendez compte de la dinguerie ? Est-ce que vous vous rendez bien compte ? Pour Denis, l'effet papillon a fonctionné.
Depuis les manifestations de Gezi, dit-il, il y a eu des rassemblements avant la pandémie de Covid contre l'augmentation du prix de tickets resto universitaire. Un étudiant s'est même suicidé, ou contre la mise en place des administrateurs envoyés par le ministère à la tête des universités. Mais à aucun moment, il y a eu une transmission politique de l'esprit de Gezi. Aujourd'hui, 80% des jeunes mobilisés sortent pour la première fois dans la rue. C'est pour dire que l'étincelle, elle peut toujours prendre, quoi. C'est vrai qu'à chaque mouvement social, tu te dis, il y en a, c'est leur premier. Voilà. Il y a les anciens. Et là, c'est 80% des jeunes mobilisés qui n'avaient pas connu ce qui s'était passé, oui, donc avant la pandémie de Covid, contre l'augmentation du prix de ticket de resto universitaire. Je pense qu'on est arrivé à un moment où on n'a plus rien à perdre, ajoute Hébrou. On n'a plus cette peur d'être fiché comme avant. La répression s'annonce forte, mais notre colère est immense et commence à peine à s'exprimer. Les étudiants sont pauvres, certains ont faim, le niveau d'enseignement baisse, il n'y a pas d'espoir dans ce système et ce gouvernement, tout n'est que corruption et jeu de pouvoir, où plus rien n'est sûr, prenez le diplôme des crèmes. Et ça c'est intéressant ce qu'il dit, tout n'est que corruption et jeu de pouvoir où plus rien n'est sûr. C'est ça aussi l'état de droit, c'est de pouvoir se reposer sur, bon, il y a des incertitudes, mais il y a le droit, quoi. S'il se passe un truc anormal, normalement, avec le droit, on va rétablir le truc. Et là, se dire, il n'y a plus de normes, en fait. Tout peut changer, du jour au lendemain. Il n'y a rien de stable. J'ai un diplôme, pouf, le lendemain, je ne l'ai plus. Non, mais qu'est-ce que tu as envie de... Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour les jeunes Turcs diplômés. Est-ce qu'il y a un exil des jeunes diplômés ou est-ce qu'ils restent ? Là, je suis en train de vous lire un article du Monde. Mais c'est sûr que dans ce cas-là... Donc tout n'est que corruption, jeu de pouvoir. Si le pouvoir retire ainsi au maire le plus important du pays son titre, qu'en sera-t-il du mien ? Nous dit ce jeune-là. Eda, elle, sourit à l'idée de se retrouver à nouveau les jours prochains dans la rue avec autant de monde. Bien sûr qu'Ekrem doit être libéré. Évidemment que la critique envers les dirigeants doit augmenter, mais il faut aller bien plus loin encore. Ceci dit, et l'article qui est quand même donc dans l'article de Nicolas Boursier pour Le Monde qui est quand même assez... Là, jusque-là, c'est enthousiasmant, on est d'accord. Mais la conclusion nous douche un petit peu les enthousiasmes, ne soyons pas naïfs. Plus de 1130 personnes ont été interpellées en 6 jours, selon le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, voilà. C'est aussi des gens, quand il dit « j'ai rien à perdre », il sait aussi qu'il peut être arrêté, il a rien à perdre, mais il est prêt à payer le prix, quoi. Mais après, vous me direz, chez nous aussi, tu manifestes, tu peux aussi passer 48 heures en GAV avec des flics qui te traitent mal. C'est aussi des trucs qu'on prend en compte. Mais quelle marée humaine, 100 000 personnes, c'est hallucinant, quoi. Alors, beaucoup se barrent en Allemagne, me dit-on dans le ça y est, je fatigue, moi. Me dit-on dans le chat, j'allais dire dans le stream, mais voilà, grosse fatigue. Il est tard, hein, je devrais faire les trucs plus tôt dans la journée. Dans l'oreillette, voilà, dans l'oreillette, si vous voulez. Dans le chat, oui, exactement. Bon. Très bien. 2 secondes. Et faut pas oublier que si des régimes, faut de l'œuf ou la poule, enfin, si des régimes comme ça sont en train d'émerger, je sais pas. Ah pardon, je vous ai encore éclaté les oreilles, excusez-moi. Si des régimes comme ça sont en train d'émerger, c'est aussi parce qu'on est en période, on est dans un moment de crise. C'est-à-dire que le système n'a pas voulu changer. C'est aussi simple que ça. Il faut pas. Je vais vous donner moi mon analyse de comment je vois les choses. Je pense que le système a pas, on lui a donné des occasions de changer à plein de moments. Il y a eu des mouvements sociaux. Je vais prendre moi depuis que je milite le début des années 2000. T'as eu le mouvement altermondialiste qui disait allez, allons-y plus mollo parce que en fait les transformations des années 80. Vous voyez la société de marché, là, le monde néolibéral, le monde libéral, les bouleversements sur le droit du travail, etc.
Et puis les promesses de c'est bon, privatisons les services publics, ça avait déjà commencé. Ça avait déjà commencé assez largement à partir des années 80. Et donc il y avait tout un discours, tout un mouvement aussi dans les années 2000 pour réclamer donc, le mouvement altermondialiste, d'autres rapports nord-sud, une définanciarisation, parce que la financiarisation de l'économie commençait déjà à aller très loin, la désindustrialisation qui l'accompagnait allait avec, c'est-à-dire que les mouvements de capitaux, il fallait que les capitaux puissent circuler n'importe comment. Mais donc aussi que la force de travail, d'un coup, les capitaux, ils vont trouver qu'elle est trop chère ici et qu'elle est moins chère là-bas. Donc, hop, tant pis, on bouge les usines. Donc, il y avait des délocalisations. Et c'est le moment où le marché, la financiarisation a commencé vraiment à bousculer les sociétés, y compris en France. Et ajouter à ça la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire l'effondrement aussi du monde soviétique. Donc, il n'y a plus de contre-modèle. La finance partout. Les capitalistes ont gagné. Ils ne se sentent plus pissés. Alors vous avez un premier moment, au début des années 2000, en mode ouais bah non, nous on est contre, voilà. Et puis il y avait des sommets, des G8 et des machins, et t'avais tout un mouvement altermondialiste qui faisait des contre-sommets, qui disait non on veut, c'est de ce moment-là que vient Attac par exemple, c'est de ce moment-là que vient Aurélie Trouvé qui est maintenant qui est prof d'éco et qui est maintenant député LFI. C'est à ce moment-là que... Alors, Seattle en 99, exactement, on a des historiens dans le chat. José Bové, voilà, t'as des paysans aussi qui gueulent, évidemment, parce que t'as les OGM, les trucs transgéniques, il y a plein de luttes qui se mélangent en même temps. Porto Alegre, évidemment. Besancenot, voilà. T'as tout ce moment altermondialiste où on dit, bon, on aimerait bien faire autrement. Bon, voilà, nous, la gauche, on vous promet plus le monde soviétique, là. On pourra plus... Certes, il faut qu'on fasse le deuil, nous, de l'utopie communiste, mais on aimerait au moins que ce soit un peu moins financiarisé, etc. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où on a aussi des images... tu parlais de Seattle, il y a un film qui s'appelle « La bataille de Seattle ». On voit aussi des images hyper violentes de répression d'État à base de flics qui commencent à se militariser aussi, de gaz lacrymo et de machin. C'est aussi des mouvements qu'on a matés, en fait, ou alors qu'on a ignorés. Parce qu'il y avait une gauche qui disait « Oui, oh, vous exagérez. De toute façon, le monde est en train de changer. C'est la mondialisation. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. » Alors que les altermondialistes disaient « Non, on peut faire autrement. » On peut faire, voilà, d'où le terme, alter-mondialiste. Et t'avais les mondialistes, si vous voulez, qui, eux, disaient « Non, on peut pas faire autrement, le monde est un grand village, et maintenant c'est comme ça. » En France, c'était le Parti Socialiste qui nous a accompagnés là-dedans, qui a accompagné ces réformes néolibérales, quand il ne les initiait pas lui-même, avec des ministres comme Dominique Strauss-Kahn à l'économie. On parle de la fin du gouvernement, on parle du gouvernement Jospin, là, on parle de ce moment-là. Et puis ensuite, vous voyez bien que, ensuite, nous, on se disait, bon, on a perdu, oui, on est encore minoritaire. On est encore minoritaire parce que même à gauche, on veut pas rompre avec tous ces bouleversements qu'a introduit le marché dans les années 80, la financiarisation et tout le pouvoir des capitalistes qui sont en train de rogner, je vous l'ai dit, les services publics, les droits sociaux. La société de marché est en train de s'installer, mais... il y a toute une partie de la gauche qui accompagne ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On perd, si vous voulez. On perd cette bataille-là. Ensuite, t'as la crise économique de 2008, quoi. Et la crise économique de 2008, ça suscite des réactions un petit peu partout. Pareil, il y a des grands mouvements qui vont... parce que la crise économique est une crise de la financiarisation aussi. Et donc, avec une économie bousculée et tout... Des gens qui perdent tout, et des économies qui ont du mal à encaisser le choc de ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes. Et forcément, pareil, se repose la question de l'emprise qu'a l'économie sur la société. Donc, encore une fois, on se dit, merde, la société de marché, et ça va donner un mouvement que vous connaissez peut-être après, Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, c'est exactement ça. Oui, c'est une crise financière, mais qui derrière s'est transformée en crise économique dans certains pays. Et Occupy Wall Street veut exactement dire ça. Il faut définanciariser, il faut desserrer l'étreinte du marché sur la société et sur les gens aussi et sur leur vie. Vous voyez c'est tout des discours sur le travail aussi, sur comment le travail nous exploite, nous épuise, où il n'y a pas de sens à nos tâches et tout. Voilà, il y a tout ce truc-là. Et on alerte et on dit non, on veut pas de cette société-là. Bon, on repère
On perd encore parce que... Alors là, tu as le mouvement des places aussi en Espagne, les indignés, la crise de la dette en Europe, dans l'Union européenne, et là par exemple, voilà, la crise de la dette, on perd encore une fois face à qui? Face aux marchés financiers, qui saignent les pays, qui demandent aux pays de vendre leurs biens pour pouvoir rembourser leurs dettes aux marchés financiers, et encore une fois, l'étreinte, là on parle même plus de l'étreinte des marchés sur les sociétés, on parle carrément de l'étreinte des marchés sur les États, sur les pays. Le marché est en train de montrer que s'il veut faire couler un pays, mais alors ça les Argentins par exemple le savaient très bien, mais le savait très bien parce que voilà, le FMI, d'ailleurs encore là, les manifs en Argentine, ça gueule contre le FMI. Le FMI le faisait aussi, ça. Dans le chat, on me dit Nuit debout c'est après. Mais en effet, c'est encore la même chose. On veut moins de marché, on voit que c'est dangereux. On voit que c'est dangereux pour les gens, on voit que c'est dangereux pour le travail, on voit qu'on le paye, ça, on le paye dur, et on voit que en plus, ça commence à menacer la démocratie. Enfin bon, il y en a qui l'ont toujours pensé. Moi, je suis de ceux qui pensent que, en effet, le capitalisme, au bout d'un moment, menace la démocratie, évidemment. Et là, quand tu as carrément les marchés qui menacent des États, bref, et ensuite, quoi? Les socialistes, encore une fois, chez nous, à ce moment-là, les socialistes continuent les politiques néolibérales, ne veulent pas engager le bras de fer avec le capital, avec les marchés internationaux, avec qui que ce soit. Ils veulent pas, c'est la marche du monde, on continue comme ça, et bam, et loi travail. Et là, en effet, Nuit debout, et encore une fois, grands mouvements sociaux, de ouf. Et on est mobilisé, on dit on veut changer de société, Et ils veulent pas, et personne veut. Et ensuite, ça vote Macron comme des débiles, parce que pays de cons, quand même, il faut le dire. Et pareil, on arrive à refaire le mouvement des retraites, le plus grand mouvement social depuis des plombes. Et ils veulent pas. Et le marché continue de progresser, il ne nous lâche pas, il va nous ruiner, il va nous épuiser, ils ne veulent pas. Et là, on arrive en fait au point où, pour qu'on tienne et pour qu'on ne change pas ça, ils sont prêts à un pouvoir de plus en plus autoritaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand on dit que, quelque part, c'est ça qui précipite l'arrivée du fascisme, c'est que, pour tenir les gens qui ont des demandes, c'est pas comme si on n'avait pas des demandes, et en plus elles sont pas folles nos demandes. Nos demandes, c'est justement desserrer l'emprise du capital sur nos vies. C'est pas beaucoup, refaire des services publics, refaire de la socialisation. Et eux, ils veulent continuer. Bon, on veut juste ça, nous. Et même le PS n'a pas été capable de nous le donner alors qu'il était au pouvoir. C'est pour ça aussi qu'on lui en veut au PS, à ce salopard de PS. Et donc maintenant, maintenant, les marchés, les bourgeois, qui sont persuadés que de toute façon c'est comme ça que la société marche bien, c'est comme ça que eux, en tout cas, vont très bien, ces bâtards, dans cette situation-là, c'est pas compliqué. Les pauvres gens vont pas bien, les pays pauvres vont pas bien, mais les riches ne se sont jamais aussi bien portés. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on change. Je veux dire, c'est tout bête, c'est vraiment tout bête. Et c'est pour ça que n'importe quel marxiste, en effet, regarde d'abord où en est le système économique, voilà. Et là, on n'a pas arrêté de le contester. On n'a pas arrêté. Et leur solution, évidemment, c'est un pouvoir plus autoritaire. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, on n'est pas des victimes. On n'est pas des victimes. C'est eux qui sont en train de réagir au fait que on n'arrête pas de résister. On n'en veut pas de leur société de merde. On n'en veut pas de leurs inégalités de malades. On veut pas de leurs milliardaires à la con. On veut pas de leur société de la compétition de chaque instant. On veut pas vendre notre vie au capital. On veut une autre société. Et eux, ils nous disent, bon, écoutez, si vous n'êtes pas content, et vous voulez pas être raciste plutôt, ça vous occuperait pas, ça, un petit peu. Vous voulez pas plutôt... Oups, pardon. Oui, parce qu'en plus, les racistes et les capitalistes, c'est quand même souvent les mêmes. Et donc, ils essaient de nous proposer... écoutez, si vous vous tenez pas sage, les étudiants, les machins, là... très bien. Vous avez pas voulu de Macron, vous aurez Le Pen. Et j'ai fait tomber ma clope électronique. Et c'est pas parce qu'on est nul, au contraire, c'est parce qu'on a résisté que eux se sentent obligés d'en venir là. Bref. Non, c'était pas la chaise, c'était la clope électronique. Il y a des poils de mémé dessus, maintenant, putain... Tant pis. Bon, dernier article. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 à Paris, face au moment fascisant, un sursaut citoyen déferle dans la rue contre le racisme. Bah oui, plutôt que d'être abattu. Voilà, c'est un article de Mediapart. Tout le monde n'est pas si abattu que ça. Comme il y a le moment fascisant, voilà, soutien aux camarades turcs, évidemment.
soutien aux camarades argentins. Et puis bah, nous, force à nous aussi, hein, parce que dans notre moment, il est pas spécialement marrant. C'est pour ça que c'est important de lire aussi d'autres gens qui se bougent ailleurs. À Paris en tout cas, et dans des centaines de villes en France, des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de la Marche des Solidarités à défiler contre le racisme et le fascisme. Parce que, je sais pas si vous le saviez, mais à la base, ça n'est pas la manif de la France Insoumise contre Cyril Hanouna, hein, mais à la base, c'était même pas la France Insoumise qui avait initié le truc. Donc c'est la Marche des Solidarités, c'était des assauts, etc. Bref, donc reportage de Mathieu Dejean et Marie Turcan, le 22 mars, hein, publié le soir même. Moi, je n'étais pas à Paris à ce moment-là, donc on va regarder ce qui s'est raconté. Une riposte, parce que, pareil, hein, ça n'a pas été extrêmement traité dans les médias. Hein. Dans les médias, c'était plutôt, oh bah dis donc, Jean-Luc Mélenchon, antisémite, hein, quand même. Et puis l'affiche antisémite, là, hein, vous avez vu l'affiche antisémite? Oui, mais il y avait des gens dans la rue. Ah oui, alors en plus, il y a eu des faux slogans. Il y a des gens qui ont cru entendre juif à un moment où ils disaient flic. Je crois que c'était flic, porc, assassin, ou je sais pas quoi, enfin un classique, quoi. Et c'était quel slogan où ils ont prétendu qu'il y avait... Mais c'est allé jusqu'à France Info, Daïk Odoui, qui est allé dire Daïk Odoui, vous voyez, dans Les Informés de France Info. Ah, voilà, c'est ça, à bas l'État, les flics et les fachos. Slogan assez classique de jadis. Il y en a qui disent qu'il a été manipulé. Bah, il y a eu une vidéo retouchée aussi. Mais je sais pas si c'est parti de d'abord ils ont mal compris, puis ensuite ils ont fait une vidéo retouchée. Je sais pas. En tout cas, il y a eu aussi des informations sur ce sujet-là. Et elle a été relayée dans les grands médias. Hein. Elle a été relayée dans les grands médias et on ne parlait que de ça. Si c'était pas l'affiche, et ben ça devenait ce slogan. Il n'y a pas eu des slogans un petit peu gênants quand même? Ouais, voilà, bon, ok. Une riposte est possible contre le fascisme. Au milieu de la foule, un petit cercle s'est créé pour écouter les porte-paroles de la Marche des Solidarités et des collectifs de sans-papiers, mineurs isolés, étudiants étrangers et étrangères et personnes migrants et migrantes en lutte, à l'origine de l'appel à manifester samedi 22 mars. Aujourd'hui, on n'a encore trouvé aucun médicament contre le racisme, appuie un représentant intercollectif de défense des sans-papiers, arborant un badge en soutien aux travailleurs et travailleuses sans-papiers de Chronopost. Cette mobilisation doit être un levier de combat. Un pouvoir qui est faible s'attaque toujours aux personnes précaires pour les précariser davantage. Alors que la pluie n'a pas pu s'empêcher de se joindre à la fête en fin d'après-midi, la manifestation parisienne a commencé sous quelques rayons de soleil, venus encourager des participants déterminés. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi répondu présentes, place de la République, pour témoigner leur inquiétude face à un glissement des politiques publiques et administratives vers l'extrême droite. Alors là, je lis quelques affiches, il y a une petite photo de Bertrand Guay de l'AFP, qui sème le racisme, récolte le fascisme. Oui, ça me paraît valable. C'est de pire en pire, se désole Fatia, qui milite au sein de l'association de solidarité avec tous les immigrés, l'ASTI, de Colombes. Cette femme marocaine de 60 ans habite depuis 40 ans en France et a 3 enfants français. Si elle dit s'estimer plus chanceuse que les personnes qu'elle accompagne, car elle a des papiers pour l'instant, elle ajoute tout de même: qu'est-ce qui va se passer quand ma carte arrivera à expiration? Et s'ils ne me la renouvellent pas? Ah bah moi j'ai appris dans un article tout à l'heure qu'ils avaient renouvelé celle de Ksenia Fedorova. J'ai lu ça il y a un papier dans Le Monde qui raconte que le visa de Ksenia Fedorova, donc la propagandiste du Kremlin, devait arriver à expiration en 2005. Il a été renouvelé de 10 ans. Et l'article pose la question de savoir s'il n'y a pas eu une intervention de Bolloré, donc qui l'a recruté, de Bolloré directement auprès du ministère de l'Intérieur pour le renouvellement de... Mais vous vous rendez compte où on en est? Ça régularise des propagandistes du Kremlin plutôt que des honnêtes travailleurs. En tout cas, l'article du Monde pose la question de savoir s'il n'y a pas eu intervention, enfin, ce régime de zinzin. Quoi, j'ai dit quoi, 2025, quoi? Bref, au sein de son ASTI, donc de son asso, elle constate les bâtons dans les roues déployés par l'administration française. Dernier exemple en date, ces tests de français qui deviennent obligatoires à partir de juillet 2025 pour l'obtention d'un titre de séjour en application de la loi Darmanin. Je crois que j'avais vu des papiers qui disaient qu'en plus le test de français, même si le français c'est ta langue natale, c'est compliqué. C'est catastrophique, j'ai une collègue qui en a pleuré, explique-t-elle à Mediapart. Les gens font déjà tous les efforts pour essayer de lire les courriers qu'on leur envoie, comprendre ce qu'on leur demande, et après, vous leur demandez d'avoir un niveau de français élevé, mais comment ils peuvent se débrouiller? On cherche des prétextes, c'est tout. Bah oui, évidemment.
évidemment. Et j'ai envie de dire, le test de français, c'est en effet d'arriver à faire les papiers et de s'y retrouver. C'est déjà un test de français, je sais pas, ça peut suffire, non? Après, à quelques dizaines de mètres, Hakim fronce les sourcils vers l'horizon d'un air résolu. On a l'habitude d'être là, souligne celui qui s'est engagé depuis 2 ans au sein de l'association Droit Devant, présente avec ses nombreux drapeaux jaunes en début de cortège. Ce quadragénaire d'origine algérienne est en France depuis 10 ans et confie être passé par plusieurs avocats pour l'aider à obtenir la nationalité sans succès. Alors il continue de travailler la semaine dans le bâtiment et de militer le week-end. Les médias nous mettent tous dans le même sac. Tous dans le même sac, bien sûr. Il y en a qui font des bêtises, mais il y a des amalgames. Anne ne prend pas autant de pincettes. On marche sur la tête. Aujourd'hui, les fascistes sont les gentils, l'extrême droite va sauver les juifs. On vit un véritable effondrement, se désole-t-elle, insistant sur la nécessité de venir dans la rue pour montrer qu'il n'y a pas que les tarés qui crient fort, en référence au battage médiatique des chaînes du groupe Bolloré. Elle est venue avec sa fille, Sarah, dont le père est algérien. À 18 ans, c'est sa 2e manifestation. La première, c'est quand on nous a volé l'élection cet été, appuie sa mère. Elle est vénère, la mère, elle est bien, hein, à propos de la victoire du NFP au second tour des élections législatives de 2 juillet 2024. Depuis, on a eu quoi? Retailleau et Bayrou? Putain, j'en veux encore au PS, hein. Putain, j'en veux encore au PS. Il devrait avoir dégagé, Bayrou, là. Evelyne, militante à Attaque, est un peu morose malgré la belle mobilisation de ce samedi. La pancarte qu'elle tient, un dessin de Vincent Bolloré avec les noms de multiples médias qu'il possède sous le slogan « Ça empire », résume bien le sentiment de glissement idéologique vers l'extrême droite qu'elle ressent. Alors donc c'est une vieille militante d'Attaque qui dit « Moi j'étais active en 68, mes parents étaient résistants tous les deux, et j'ai l'impression que tous les idéaux auxquels on a cru sont attaqués, ça va très vite », déclare la militante septuagénaire qui cite notamment le durcissement des politiques migratoires de Bruno Retailleau. Pour combler le tout, un membre de sa famille lui a écrit pour l'incendier en raison de l'absence de la lutte contre l'antisémitisme parmi les mots d'ordre affichés explicitement par la manifestation. Contre le racisme et le fascisme. Quand on lutte contre le fascisme, on lutte évidemment contre l'antisémitisme. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Quand on critique Netanyahou, on est vite qualifié d'antisémite, regrette-t-elle. Elle a bien sûr à l'esprit l'affiche représentant l'animateur Cyril Hanouna. Ah, je me disais, jusque-là, c'est bien, on a évité la polémique. On est allé parler avec des responsables d'associations qui étaient en tête de cortège et qui avaient appelé à la manif pour une fois qu'on réduit pas le truc à la politique, aux figures politiques, mais qu'on va voir les gens dans les assos. Donc, elle a bien sûr en tête... Mais après, ça devait être dans les conversations des gens, en fait, hein, quand même. Hier, moi, j'ai vu des gens du NPA et de LFI. Pareil, on a évidemment discuté de l'affiche et de comment ça avait été géré, ce truc-là. Elle a bien sûr à l'esprit l'affiche représentant l'animateur Cyril Hanouna sous les codes des caricatures antisémites des années 30 diffusées par l'AFI qui n'a pas aidé. Rapidement supprimée des réseaux sociaux de LFI, elle a permis à l'extrême droite de faire campagne pour tenter de discréditer l'ensemble de la manifestation du jour. À gauche, ça fait des dégâts sur un sujet aussi sensible. Il faut faire attention. Je crains que ce ne soit difficile à raccommoder, à moins qu'il n'arrête de mettre de l'huile sur le feu, juge Evelyne. Dans le cortège, des collectifs de lutte contre l'antisémitisme, Golem et Tzedek, étaient présents. Plusieurs pancartes indiquaient aussi la volonté des marcheurs et marcheuses de rappeler l'importance de cet engagement, alors que le nombre d'actes antisémites recensés en France a été multiplié par 4 entre 2022 et 2024, soit 1570 contre 436 il y a 2 ans. Alors qu'Israël a repris les massacres dans la bande de Gaza mardi 18 mars, la dénonciation des crimes de guerre commis par l'armée israélienne sous les ordres du gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou était omniprésent tout au long de la manifestation. Des drapeaux palestiniens, des appels à la paix ont fleuri. Le cortège des collectifs de solidarité avec la Palestine a été particulièrement suivi. Une agence de la BNP Paribas, premier financeur européen d'Israël, qui a fait l'objet d'une campagne de boycott, a été taguée vers la place de la Bastille. Ça, quasiment du terrorisme, autant dire. Hein. Positionné en queue de cortège, bon ça c'est classique, hein, les partis, dans ce genre de manif, les partis sont plutôt invités à aller à la fin du truc. Positionné en queue de cortège, LFI a largement mobilisé ses troupes. Derrière son camion, d'où la playlist militante alternée entre Diams, Tagada Jones ou Aya Nakamura, des dizaines de ses responsables étaient présents. Jean-Luc Mélenchon, lui, était à Marseille, où il n'a pas pris la parole. Notre objectif, vu la situation dans le monde, était d'en faire une manifestation de masse. C'est réussi, apprécie le député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Pour la députée de l'Essonne, Claire Lejeune, cette marche doit être le point de départ d'une grande riposte populaire à la montée des idées racistes. Moi, je suis toujours d'accord avec Claire Lejeune, tout le temps.
bah voilà, Solidarité, collègue de Baxit. Face à ce qu'elle considère comme un moment fascisant, elle rappelle qu'en juillet 2024, le peuple de gauche a pris conscience que les idées du RN n'étaient pas assez fortes pour que la France bascule. Ça, c'est vrai, elle a raison. Et, voilà, je redis. Alors ça, c'était un des problèmes, hein, il nous l'avait dit à Baxit, quand on vous met les deux ensemble dans la même émission, quand on me foutait avec Claire Lejeune, j'arrêtais pas de dire, Claire, elle a raison. Elle arrêtait pas de dire, c'est comme je veux qu'ils disent. Bref. Du coup, ils nous ont plus foutus ensemble, c'était plus simple. Reste que pour que la bascule s'opère dans l'autre sens, le chemin est étroit et la caricature de Cyril Hanouna a permis aux adversaires de LFI de l'amalgamer aux héritiers de l'extrême droite. Ouais, le retrait de cette affiche dit notre compréhension de ce qu'elle a provoqué chez les gens, défend Claire Lejeune. Nous nous opposons à toutes les formes de racisme, à la lutte contre l'antisémitisme, et à la... non, évidemment non, je reprends. Nous nous opposons à toute forme de racisme, et la lutte contre l'antisémitisme doit être au premier plan de cette riposte. Voilà. Elle a toujours été présente, mais il faut l'expliciter et en faire un élément actif de notre bataille. Derrière le cortège bien fourni des Insoumis, ceux des écologistes et du Parti Socialiste qui organisaient le même jour un événement sur la France à Toulouse. Quoi ? Le Parti Socialiste organisait un événement sur la France. Donc eux, c'était plus clairsemé chez les écolos et le PS. Donc la députée de Paris, Sandrine Rousseau, s'est félicitée de voir cette France qui résiste dans une période où il y a une glissade par jour avec Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. La secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, a rappelé la prégnance du racisme dans la société française en évoquant le cas de Jamel, tué par un militant de la Brigade française patriote à Dunkerque en août 2024. La victime avait déposé 3 plaintes pour des injures racistes contre l'homme qui l'a finalement tué. On est dans une société devenue somnambule, affirme Marine Tondelier. Le réveil a-t-il commencé ce 22 mars ? Des manifestants et manifestantes ont dénoncé en fin de rassemblement des initiatives policières agressives visant à scinder le cortège au niveau des collectifs de sans-papiers et à créer la confusion. Oui, j'ai vu les images aussi. Des gars de la Bravem avec des casques blancs et noirs ont délibérément coupé le cortège. On a commencé à sentir des lacrymos, ça a fait peur à tout le monde, relate une participante à Mediapart. On a peur de tomber dans un terrible obscurantisme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut encore manifester. Le pourra-t-on encore après ? Interrogé un peu plus tôt Evelyne, la militante d'Attaque. Voilà, merci Mathieu Dejean et Marie Turcan. Et oui, on peut encore un peu. Toujours ça de près. Ah, je suis éclaté. Donc la conclusion de toutes ces histoires, c'est que eux, ils sont en train ils sont en train de se motiver à établir des régimes d'extrême droite un petit peu partout, précisément parce qu'on leur fait peur, parce qu'on est des sociétés qui évoluent. Enfin, il suffit de voir la peur qu'ils ont du wokisme. Oui, la société est en train de changer. Et la société est pleine de propositions pour accompagner ce changement et pour faire en sorte qu'il y ait des transitions, qu'il y ait une transition vers plus de démocratie. On est prêt à plus de démocratie. On est prêt à plus de justice sociale aussi. On a plein d'idées pour aller vers ça. Et eux, ils vont te dire, ah bah non, je suis désolé, on peut pas, on va devoir faire le fascisme, hein, ne serait-ce que pour vous tenir, vous êtes intenables. Et donc c'est nous qui sommes à l'avant-garde. C'est nous qui les forçons à réagir. C'est en ça que c'est eux qui sont... la réaction, hein, c'est pour ça qu'on parle de réactionnaire. Nous, on agit. Bon, bref. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir, je suis éclaté. Et on se retrouve... Donc ce soir, là, on a parlé des éditorialistes qui se réveillent, et on a parlé du mouvement social qui se réveille, on espère aussi. Et je dois vous avouer que j'en attends plus du mouvement social et de vous, que des éditorialistes, même si je vois bien que Renaud Dely, là, il est au max. Voilà, il est au max. Et nous, on se retrouve dans pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y aura un autre stream cette semaine. Oui, il y aura un autre stream cette semaine. C'est la semaine prochaine où il y en aura pas trop. Voilà. La semaine prochaine, grosse semaine de boulot à gauche à droite. Je bouge à Lyon, à Paris, machin, tout ça. Mais cette semaine, ça va, c'est à la cool. Allez, on se retrouve très vite. Merci et bonne soirée.